Je m'appelle Zurier, à 32 ans, je ne m'attendais pas à ce que ma propre famille me regarde dans les yeux pour exiger que je finance entièrement leur existence. Lors de notre dîner de Thanksgiving, mon père m'a pointé du doigt et m'a dit, « Ton travail consiste à travailler pendant que ta sœur profite de la vie. Si cela te pose un problème, voilà la porte. » J'ai regardé le repas extravagant que j'avais payé, les vêtements de marque qu'ils portaient à mes frais et les expressions ingrates sur leur visage. J'ai simplement souri et répondu, « Très bien. Je m'en vais. Et à partir de maintenant, vous pouvez payer vos propres factures. » C'était aussi simple que cela. C'est une histoire vraie. Avant de vous expliquer comment j'ai démantelé leur façade parfaite pièce par pièce, dites-moi dans les commentaires ci-dessous depuis où vous me regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été traité comme le distributeur automatique de billets de la famille et que vous avez dû défendre votre propre valeur. Ayant grandi dans notre communauté aisée d'Atlanta, mes parents, Harrison et Brenda, veillaient toujours à ce que nous présentions une image impeccable à notre église et à nos voisins. Ils exigeaient la perfection, et je la leur offrais. En tant que stratège en relations publiques de crise pour des clients de haut profil, je passais mes journées à éteindre d'immenses incendies pour les ultra-riches et à naviguer à travers de brutaux scandales d'entreprise. Ma carrière exigeait une efficacité impitoyable, des semaines de travail de 80 heures et une concentration de fer. J'avais du succès, j'étais riche et j'étais complètement épuisé. Pourtant, peu importe ce que j'accomplissais, je n'étais jamais le personnage principal de ma propre famille. Ce rôle appartenait exclusivement à ma sœur cadette, Chloé. À 28 ans, Chloé était une influenceuse lifestyle autoproclamée qui dirigeait une boutique haut de gamme s'adressant à l'élite locale. Elle était l'enfant en or incontesté. Tout ce qu'elle faisait était célébré, tandis que tout ce que je faisais était considéré comme indu. Elle avait épousé de André, un homme qui se présentait bruyamment comme un capital risqueur, mais qui vendait surtout des rêves clinquants de crypto-monnaie et publiait des photos de voitures de sport louées sur les réseaux sociaux. Ils incarnaient l'image pure de l'excellence noire que mes parents adoraient. Ce Thanksgiving, je venais de rentrer à Atlanta après une campagne de crise éprouvante de 14 jours à New York. Je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et beaucoup trop de caféine. Je suis arrivé dans la vaste propriété en briques de mes parents, traînant ma valise directement depuis l'aéroport. J'avais à peine enlevé mon manteau que ma mère m'a tendu un plateau de service et m'a dit de commencer à installer les apéritifs. Je ne me suis pas plainte. Je voulais juste un repas de fête paisible. Nous nous sommes réunis autour de la grande table à manger en acajou. Les verres en cristal prenaient la lumière du lustre, et le festin ressemblait à une couverture de magazine. Au milieu du plat principal, Chloé a tapé son couteau contre son verre de vin pour récluer l'attention de tout le monde. Elle arborait un sourire arrogant en saisissant la main de André. André et moi avons une nouvelle incroyable, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans la salle à manger silencieuse. Nous avons enfin trouvé la maison de nos rêves. C'est une superbe propriété de 6 chambres à Buckhead. Nous finalisons l'accord le mois prochain et emménageons dans un manoir de 2 millions de dollars. Mes parents ont éclaté en applaudissements joyeux. Ma mère a bondi de sa chaise pour serrer Chloé dans ses bras, versant des larmes en louant le succès incroyable de sa fille cadette. Mon père a rayonné en regardant André, lui tapant dans le dos et le qualifiant de véritable visionnaire. J'ai souri et offert mes félicitations, espérant sincèrement que cela signifiait que André avait enfin conclu une affaire légitime. Puis la célébration s'est brusquement arrêtée. Mon père s'est rassis et m'a regardé directement de l'autre côté de la table. Son expression est passée d'une fierté joyeuse à une attente sévère. Alors Zuri, a-t-il commencé, adoptant le ton autoritaire qu'il utilisait pour gérer ses comités d'église. Chloé et André ont obtenu l'hypothèque, puis ils ont besoin de montrer un peu plus de capital liquide pour clore l'affaire en douceur. Nous attendons de toi que tu transfères 150 000 $ sur leur compte d'ici lundi matin pour couvrir la compte. Je me suis figé, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. J'ai fixé mon père, attendant la chute d'une blague qui n'est jamais venue. Vous voulez que je leur donne 150 000 $, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Ce n'est pas un cadeau, est intervenue ma mère en douceur, coupant sa dinde. Vois cela comme un investissement familial. Tu as plein d'économies qui dorment pour rien. Ta sœur en a besoin pour établir l'héritage de sa famille. Tu devrais être honoré d'aider à élever le nom de notre famille. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis Chloé, qui sirotait son vin avec un air de supériorité absolue. Je ne suis pas une banque, ai-je déclaré platement en posant ma fourchette.
Je travaille 80 heures par semaine pour gagner mon argent. Je gère des clients stressants et des nuits blanches pour assurer mon propre avenir. Je ne vais pas retirer 150 000 $ de mes économies pour acheter un manoir à 2 personnes qui vivent déjà au-dessus de leurs moyens. Ma mère a frappé ses mains sur la table, faisant s'entrechoquer les couverts. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur, a-t-elle sifflé, les yeux rétrécis. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Tu restes seul dans ton appartement à accumuler tes richesses pendant que ta sœur construit réellement une vie significative. Chloé est le visage de l'excellence de cette famille. Elle nous donne un héritage alors que toi, tu te contentes de répondre au téléphone pour gagner ta vie. Tu es d'un égoïsme absolu. L'audace pure de ces mots a allumé un feu dans ma poitrine. Tout l'épuisement de mon voyage, toutes les années passées au second plan, tous les sacrifices financiers silencieux que j'avais faits ont soudainement débordé. Égoïste, ai-je répété, laissant échapper un rire sec. Vous voulez parler d'égoïsme? Maman, parlons du dernier coup de génie financier de André. J'ai tourné mon regard vers mon beau-frère, dont le sourire confiant a instantanément disparu. Est-ce que tu leur as dit, André? Est-ce que tu as dit à mes parents et à ta femme parfaite comment tu as complètement raté cette opération immobilière l'année dernière? Comment tu devais 80 000 $ à des investisseurs en colère qui étaient prêts à te traîner en justice? J'ai payé cela pour toi en secret afin que tu ne finisses pas dans une cellule de prison et que tu ne finances pas la ruine de cette précieuse image familiale. Chloé a eu le souffle coupé, regardant son mari sous le choc, mais André s'est contenté de fixer son assiette, la mâchoire contractée. Le visage de ma mère est devenu cramoisi, mais elle ne l'a pas réprimandé. Au lieu de cela, elle a redirigé toute sa fureur vers moi. Ce sont des affaires de famille, a crié ma mère, tentant d'étouffer la vérité. Les familles se protègent mutuellement. Tu as plus qu'assez d'argent, et c'est ton devoir d'aider quand ta sœur a besoin de toi. Tu es l'aîné. Tu es censé subvenir à leurs besoins. Je me suis levé de ma chaise, mon cœur battant un rythme régulier contre mes côtes. J'ai fini de subvenir à vos besoins, ai-je dit, ma voix résonnant avec une clarté féroce. J'ai fini d'être le filet de sécurité invisible pour des gens qui me traitent comme un inconvénient. Je ne vous donnerai pas un seul centime pour une maison à 2 millions de $. Mon père a repoussé sa chaise violemment. Les pieds en bois ont grincé bruyamment contre le parquet. Il s'est levé de toute sa hauteur, pointant un doigt tremblant directement vers mon visage. Il a frappé son autre poing sur la table en acajou, faisant trembler les verres en cristal. La pièce est tombée dans un silence de mort. Personne ne respirait. Ma mère me surveillait, les bras croisés, s'attendant à ce que je recule et m'excuse, tout comme je l'avais fait durant toute mon enfance. Chloé affichait un air suffisant, anticipant sa victoire inévitable. Au lieu de pleurer, j'ai souri. C'était un sourire froid et libéré. J'ai plongé la main dans mon sac à main de marque et j'ai sorti la lourde carte noire American Express. C'était la carte directement reliée à mes comptes personnels, la carte que j'avais donnée à mes parents pour les urgences et qu'ils utilisaient désormais pour payer leur location de voitures de luxe et leur dîner au country club. J'ai jeté la carte noire au centre de la table, juste à côté de la dinde rôtie. Très bien, ai-je répondu, regardant mon père droit dans les yeux. Je m'en vais, et à partir de maintenant, vous pouvez payer vos propres factures. J'ai tourné les talons, attrapé ma valise près de la porte d'entrée et je suis sorti dans la fraîche nuit de novembre, laissant leur façade parfaite s'effondrer dans mon sillage, ressentant un profond sentiment de paix. Alors que le premier domino venait de tomber pour toujours, le matin du Black Friday est arrivé avec un froid vif qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'étais assise sur le canapé en velours moelleux de mon appartement de luxe du centre-ville d'Atlanta, tenant une tasse de café noir fumant. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon, mais mon attention était entièrement tournée vers l'écran de mon ordinateur portable. Pendant des années, j'avais traité mes comptes bancaires comme un abreuvoir familial commun, mais cette époque était officiellement révolue. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé la ligne directe de mon gestionnaire de fortune, David. Il a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai besoin que tu exécutes une rupture financière complète, lui ai-je dit, ma voix stable et dénuée de toute émotion. Je veux que toutes les cartes secondaires liées à mon nom soient gelées immédiatement. David a marqué une pause, mais en professionnel qu'il était, il a simplement demandé les détails. Je les lui ai dictés avec une efficacité impitoyable. La carte platine que ma mère utilisait pour ses soins de spa hebdomadaires et ses déjeuners au country club a été désactivée.
La carte dorée que mon père transportait pour impressionner ses amis de l'église a été suspendue. Ensuite, je suis passé au transfert récurrent. J'ai ordonné à David d'annuler le paiement automatique programmé pour les SUV de luxe assortis de mes parents. J'ai également mis fin au dépôt direct mensuel que j'avais généreusement étiqueté comme leur allocation de subsistance. Cette allocation représentait une somme astronomique qui finançait essentiellement toute leur façade de richesse générationnelle. « Es-tu certaine de cela ?» a demandé David prudemment. « Cela va déclencher des notifications immédiates de leur côté. » « Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je répondu. « Fais-le maintenant. » J'ai regardé les emails de confirmation arriver les uns après les autres dans ma boîte de réception. Chaque notification me faisait l'effet d'un poids physique en moins sur mes épaules. J'étais en train de démanteler la fondation même de leur arrogance. Ils avaient construit toute leur identité sur mon dos tout en me traitant activement comme de la saleté sous leurs chaussures de marque. Pendant trop longtemps, j'avais assimilé le soutien financier à l'amour familial, espérant que si je leur donnais assez, ils finiraient par voir ma valeur. Mais mon père avait rendu sa perspective douloureusement claire la veille. J'étais juste le cheval de trait conçu pour tirer le carrosse pour le reste d'entre eux. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais du matin. Le cordon ombilical financier était officiellement coupé. Maintenant, ils allaient enfin faire face à la dure réalité seuls. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré, affichant le nom de ma sœur Chloé. J'ai laissé sonner. Elle a immédiatement rappelé, cette fois, j'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur pendant que je me versais un verre d'eau pétillante. J'entendais le bruit de fond chaotique d'un environnement de vente au détail extrêmement fréquenté. Zuri, qu'est-ce qui se passe avec la carte noire, a sifflé Chloé dans le récepteur, sa voix montée dans une fréquence aiguë et paniquée qu'elle réservait aux situations où elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Je suis à la caisse de restauration hardware à Buckhead et ma transaction ne passe pas. C'est incroyablement embarrassant. Elle semblait sincèrement offensée, comme si ce désagrément était une attaque personnelle contre sa vie parfaitement manucurée. « Oh, je suis sûr que ça l'est », ai-je répondu, mon ton dangereusement calme. « Mais cette carte n'est plus active, Chloé. Tu vas devoir utiliser un autre moyen de paiement. »« Comment ça ? Elle n'est plus active ?» a-t-elle hurlé si fort que j'ai entendu un inconnu à côté d'elle laisser échapper un soupir de choc. De André et moi essayons d'acheter notre nouveau canapé d'angle personnalisé à 15 000 $ pour le manoir de Buckhead. Tu ne peux pas simplement couper la carte sans nous prévenir, Zuri. Le vendeur me regarde en ce moment même, et j'ai l'air complètement ridicule. J'ai bu une gorgée lente et délibérée de mon eau pétillante, savourant le goût sucré de son humiliation publique. Je vous ai prévenu, Chloé, lui ai-je rappelé calmement. Hier soir, à table, quand papa m'a dit de partir si je ne finançais pas aveuglément votre style de vie somptueux, j'ai dit que vous pouviez payer vos propres factures à partir de maintenant. Je pensais exactement ce que j'ai dit. La carte est gelée et votre trajet gratuit est complètement terminé. J'entendais de André grommeler de colère en arrière-plan. Donne-moi le téléphone, a exigé de André, arrachant l'appareil des mains de ma sœur. Écoute-moi, Zuri. Ce n'est pas drôle, a-t-il aboyé, essayant d'utiliser sa fausse voix d'affaires autoritaire. Nous avons une image à maintenir. Les gens nous regardent. Tu dois débloquer ce compte à la seconde même, sinon tu vas ruiner ma réputation dans ce quartier. J'ai ri, un son franc et tranchant qui a résonné dans ma cuisine silencieuse. Ta réputation, ai-je demandé, me moquant de son illusion totale. Tu prétends être un capital risqueur très prospère, de André. Tu conduis une voiture de location que tu ne peux pas t'offrir, et tu te vantes constamment d'investisseurs millionnaires. Si tu es si riche, pourquoi as-tu besoin de ta belle-sœur pour acheter tes meubles de salon? Vous n'êtes tous les deux que des imposteurs fauchés portant des vêtements chers. Les capital risqueurs n'ont pas besoin de l'argent de leur belle-sœur. De André a bégayé, complètement pris de court par cette honnêteté brutale. Tu ne comprends pas comment fonctionne le flux de trésorerie, a-t-il balbutié. Mes actifs sont actuellement immobilisés dans des investissements à haut rendement. J'ai juste besoin que tu couvres cet achat mineur pour faciliter notre processus d'emménagement. Ce n'est pas un achat mineur, ai-je coupé court, balayant ces mensonges pathétiques. Et je me fiche de tes problèmes de trésorerie imaginaires. Toi et Chloé êtes complètement livrés à vous-même maintenant. Ne m'appelle plus jamais pour me demander de l'argent. J'ai appuyé sur le bouton rouge et mis fin à l'appel, les laissant en plan à la caisse.
L'image mentale de ma sœur gâtée et de son mari debout les mains vides devant des clients fortunés m'a rempli de paix. Ils étaient à court de l'argent des autres. Qu'ils découvrent par eux-mêmes comment maintenir leur façade impeccable sans ma banque pour la soutenir. La représaille a commencé rapidement. Quelques minutes après avoir raccroché, mon écran de notification s'est allumé. Chloé avait décidé d'utiliser son public sur les réseaux sociaux comme une arme. J'ai ouvert Instagram et j'ai vu qu'elle diffusait en direct pour ses abonnés. J'ai tapoté sur l'écran pour regarder ma sœur assise sur le siège conducteur de son Classe G blanc de location. Son maquillage était estompé sous ses yeux pour donner l'illusion de larmes récentes, et sa voix tremblait d'une vulnérabilité travaillée. « Salut les amis !» Chloé a reniflé devant la caméra, tamponnant son visage. « Je ne voulais pas venir pleurer ici aujourd'hui, mais j'ai besoin de ma communauté. De André et moi traversons quelque chose de douloureux. Nous achetons la maison de nos rêves, mais aujourd'hui, nous avons été complètement pris de court par un membre de la famille profondément toxique et jaloux. » Elle a fait une pause, prenant une respiration tremblante. J'ai regardé les commentaires affluer avec des messages de soutien de la part de fans lui offrant leur loyauté. « Cela me brise le cœur », a continué Chloé en regardant l'objectif avec une expression brisée. « Quelqu'un que j'ai aimé toute ma vie essaie activement de ruiner notre mariage et de détruire notre situation financière. Ils ont coupé des comptes professionnels vitaux par pure méchanceté parce qu'ils ne supportent pas de voir un jeune couple noir réussir. Ils veulent nous voir échouer parce qu'ils sont misérables. C'est la trahison ultime. Les amis, s'il vous plaît, envoyez-nous des prières parce que faire face à ce genre d'énergie toxique de la part de son propre sang est dévastateur. » Elle a terminé la diffusion sur un dernier soupir tragique, laissant ses abonnés dans une frénésie absolue. Elle avait habilement tissé le récit d'une femme noire prospère et victime, traînée vers le bas par une parente jalouse et amère. Elle ne m'a pas explicitement nommé dans la vidéo, mais elle n'en avait pas besoin. Bientôt, mon téléphone personnel a commencé à exploser. Le groupe de discussion de la famille élargie, qui restait généralement inactif en dehors des vœux de fin d'année, s'est transformé en une véritable zone de guerre. Ma tante Béatrice m'a envoyé un SMS pour me demander comment je pouvais être aussi cruel et sans cœur envers ma propre sœur. Mon cousin Darius a envoyé un message furieux m'accusant de vouloir saboter l'excellence noire par jalousie. Puis sont arrivés des messages directs de membres de notre congrégation religieuse citant les Écritures et condamnant mes actions malveillantes. Ma mère a envoyé un unique message disant « Tu es une honte absolue pour cette famille ». J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé vibrer continuellement alors que les notifications s'accumulaient. Ils étaient impatients de croire sa victimisation fabriquée parce qu'elle protégeait le mensonge confortable dans lequel ils vivaient. Je n'ai pas pris la peine de me défendre auprès d'aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis versé un autre verre d'eau et j'ai souri. La campagne de dénigrement était un geste désespéré, mais c'était aussi une erreur monumentale. Chloé venait d'inviter le public dans notre guerre privée. Si elle voulait jouer au jeu des apparences, elle allait apprendre qu'elle s'était attaquée à une experte en relations publiques de crise. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai doucement ouvert mon ordinateur portable. Le vrai travail ne faisait que commencer maintenant. Le lundi matin est arrivé avec le rythme effréné dans lequel j'excellais. Mon cabinet occupait les 2 derniers étages d'un gratte-ciel en verre élégant dans le quartier de Midtown à Atlanta. L'espace était une forteresse de marbre poli, d'acier minimaliste et de verre insonorisé, spécialement conçu pour projeter le pouvoir et la discrétion. À 9h pile, j'étais assise derrière mon grand bureau, gérant un cauchemar délicat de relations publiques pour un sénateur de premier plan pris dans un vilain scandale de détournement de fonds. Je portais un tailleur gris anthracite ajusté, mon casque bien en place, et ma concentration était absolue. Le sénateur paniquait à l'autre bout du fil, débitant des excuses rapides. Je lui ordonnai calmement d'arrêter immédiatement de parler à la presse lorsqu'une soudaine agitation à l'extérieur de ma porte a attiré mon attention. À travers les parois de verre du sol au plafond de mon bureau, j'ai vu ma réceptionniste, Sarah, se lever brusquement. Elle a tendu la main dans une tentative futile d'arrêter 2 silhouettes qui s'avançaient agressivement à travers le hall d'entrée impeccable. Mon pouce est accéléré, mais mon expression est restée entièrement neutre. C'étaient mes parents. Harrison et Brenda traversaient l'open space de l'entreprise en tempête, ignorant complètement les regards perplexes de mes chargés de clientèle et de mes associés juniors. Mon père portait son costume du dimanche tandis que ma mère tenait son sac à main de marque fétiche, un sac que j'avais payé à Noël dernier. Ils se déplaçaient avec l'assurance furieuse de personnes qui croyaient posséder chaque pièce dans laquelle elles entraient. Sarah courait derrière eux,
l'air terrifié, tout en pointant frénétiquement vers le bureau d'accueil. Mes parents n'en avaient cure. Ils ont poussé la lourde porte en verre de mon bureau privé sans frapper, la laissant claquer contre la butée magnétique avec un grand bruit qui a résonné dans tout l'étage. Zuri, a tonné Harrison, sa voix portant la cadence distincte d'un patriarche furieux s'apprêtant à donner une leçon. Le sénateur s'est arrêté au milieu de sa phrase dans mon casque, exigeant de savoir quel était ce bruit. J'ai levé un doigt manucuré, faisant signe à mes parents d'attendre. Monsieur le sénateur, je vous rappelle dans exactement 5 minutes, ai-je dit calmement, projetant une confiance absolue. Ne parlez à personne d'ici là. J'ai déconnecté l'appel et retiré mon casque, le posant délibérément sur mon bureau. J'ai croisé mes mains et j'ai levé les yeux vers les deux intrus. Vous venez d'interrompre une séance de stratégie hautement confidentielle avec un homme politique fédéral, ai-je déclaré, ma voix étrangement calme sur fond de leur colère bouillonnante. C'est un bureau d'entreprise privée. On ne passe pas la sécurité en force, et on n'entre certainement pas dans mon espace de travail sans y être invité. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon père a marché directement vers mon bureau, posant ses deux mains à plat sur la surface en acajou poli. Il s'est penché en avant, essayant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider. Cette tactique aurait pu fonctionner quand j'étais une adolescente vivant sous son toit, mais j'étais une directrice générale de 32 ans qui traitait régulièrement avec des milliardaires impitoyables. Je n'ai pas scié une seule fois. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Débloque les comptes immédiatement, a exigé Harrison, sa voix résonnant à travers les parois de verre pour que tous mes employés l'entendent. Je suis allé payer un déjeuner d'affaires aujourd'hui et le serveur a refusé ma carte dorée devant 3 dirigeants communautaires extrêmement importants. As-tu la moindre idée du ridicule que j'ai eu? Tu m'as humilié et je ne tolérerai pas ce niveau de manque de respect de la part de ma propre fille. Tu vas prendre ton téléphone, appeler ton banquier et rétablir l'accès à ces fonds avant que je ne perde complètement mon sang-froid. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique en cuir, restant parfaitement immobile. Vous ne dictez pas les conditions dans mon immeuble, ai-je répondu, ma voix basse et menaçante. Vous n'avez plus aucun droit sur mon argent. Je vous l'ai dit jeudi. Le fait que vous ayez cru que je plaisantais est un défaut de votre propre compréhension, pas de la mienne. Les comptes restent gelés de manière permanente. Brenda a fait un pas en avant, bousculant mon père pour se frayer un chemin. Son visage était rouge et les veines de son cou palpitaient visiblement. Elle a pointé un doigt tremblant, orné des bagues en diamant que j'avais achetées pour son anniversaire, directement vers mon visage. Espèce de petite fille égoïste et arrogante, a-t-elle hurlé, abandonnant tout semblant d'élégance du Sud. Te rends-tu compte des dégâts profonds que tu causes en ce moment même? Les diacres nous demandent pourquoi nos dîmes ont été rejetés ce matin. Tu nous humilies devant toute la congrégation. Comment sommes-nous censés expliquer que notre généreuse donation mensuelle à l'Église a été renvoyée pour provision insuffisante? Tout le monde compte sur notre famille pour être le pilier brillant de la communauté, et tu détruis notre héritage pour un caprice mesquin. Tu dois présenter tes excuses à ta sœur et régler ce désordre immédiatement. C'était fascinant de les observer. Ils se tenaient dans une agence de plusieurs millions de dollars que j'avais bâtie à partir de rien, entièrement de ma propre sueur et de mes propres larmes. Pourtant, ils me percevaient toujours comme une adolescente désobéissante qui avait besoin d'être grondée pour se soumettre. Ils ne voyaient pas la plaque nominative de directrice générale sur ma porte. Ils ne voyaient qu'une enfant rebelle confisquant leur jouet préféré. Je ne fais pas de caprice, maman, ai-je expliqué, utilisant le ton protecteur que l'on pourrait employer pour apaiser un tout petit irrationnel. J'exécute une limite financière permanente. Toi et papa vivez dans un fantasme glamour entièrement financé par mon travail. Vous avez utilisé mes comptes bancaires pour acheter votre statut dans cette église et pour financer Chloé et son mari. Si les diacres sont si inquiets pour la dîme rejetée, peut-être que De André peut utiliser ses énormes bénéfices de capital risque pour couvrir le manque à gagner. Ou peut-être que Chloé peut vendre des stocks de sa boutique en faillite. Brenda a eu le souffle coupé, pressant une main contre sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. Tu es une femme amère et méchante, a-t-elle craché venimeusement. Nous t'avons élevé pour honorer tes parents et pour soutenir ton sang. Au lieu de cela, tu traînes notre bon nom dans la boue parce que tu es jalouse de la belle vie que Chloé a construite. Je ne quitterai pas ce bureau tant que tu n'auras pas réactivé ces cartes, Zuri. Tu nous dois tout ce que nous t'avons donné. Mon père a hoché la tête fermement, croisant les bras sur sa poitrine pour signaler son accord.
Nous ne bougerons absolument pas d'ici tant que toute cette situation ne sera pas entièrement résolue à notre satisfaction, a-t-il ajouté, me fixant du regard. Tu as complètement perdu la tête et nous allons rester assis ici même dans ce bureau jusqu'à ce que tu reviennes enfin à la raison et que tu règles cela aujourd'hui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à égaler leur énergie frénétique ni à m'abaisser à leur niveau de théâtralité émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai tendu le bras sur mon bureau et j'ai calmement appuyé sur le bouton argenté de mon interphone. Le bip automatisé et net a coupé le lourd silence de la pièce. Sarah, ai-je dit, projetant ma voix clairement pour que tout le monde dans l'open space environnant puisse m'entendre. S'il vous plaît, prévenez la sécurité du bâtiment que nous avons 2 intrus non autorisés dans mon bureau privé qui refusent de quitter les lieux. J'ai besoin que 2 gardes en uniforme montent au dernier étage immédiatement pour les escorter hors du bâtiment. Mes parents se sont figés. Leur fanfaronnade provocante a quitté leur visage, remplacée par une expression d'horreur absolue. Ils étaient obsédés par leur image publique, et l'idée d'être expulsés de force d'un gratte-ciel d'affaires était leur pire cauchemar. Tu n'oserais pas faire cela à ta propre chair et à ton propre sang, a murmuré ma mère, sa voix tremblant d'un véritable scepticisme. L'ancienne version de moi n'aurait pas osé, ai-je acquiescé, me levant de ma chaise et redressant ma veste. Mais cette fille-là est morte. Elle est morte au moment où vous lui avez dit que son unique but était d'être une machine à sous pour sa sœur ingrate. Vous avez fait votre choix, et maintenant vous faites face aux conséquences de vos actes. En moins de 90 secondes, la lourde porte en verre s'est à nouveau ouverte. 2 vigiles costauds vêtus de complets uniformes noirs ont pénétré dans mon bureau. Y a-t-il un problème ici, mademoiselle Wilson, a demandé le plus grand des gardes, observant mes parents avec suspicion. Oui, ai-je répondu, désignant les 2 silhouettes figées. Ces personnes se trouvent ici sans autorisation et harcèlent mon personnel. S'il vous plaît, escortez-les jusqu'au hall d'entrée et veillez à ce qu'elles soient définitivement bannies de ce bâtiment. Mon père est devenu blême, sa mâchoire se contractant dans une fureur silencieuse alors qu'il réalisait qu'il avait complètement perdu. Il a attrapé le bras de ma mère et l'a pratiquement traînée vers la sortie, essayant de sauver une once de dignité. Je les ai suivis, les raccompagnant à travers le centre de mes bureaux pendant que tout mon personnel les regardait dans un silence stupéfait. Lorsqu'ils ont atteint les ascenseurs, la porte métallique s'est ouverte. Ma mère est entrée, s'est retournée et a pointé son doigt manucuré vers moi une dernière fois. « Tu brûleras en enfer pour cela, Zuri » a-t-elle hurlé, me maudissant. Les portes métalliques se sont refermées, coupant net ses paroles haineuses. Je suis resté dans le hall un instant, prenant une profonde inspiration pour calmer mon pouls rapide. Mes employés me fixaient, attendant une réaction. J'ai simplement tapé une fois dans mes mains bruyamment et j'ai ordonné à tout le monde de retourner au travail. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai repris le téléphone pour poursuivre mon appel de gestion de crise avec le sénateur. Je pensais que le pire était passé. Je supposais que l'humiliation d'être escorté hors d'un gratte-ciel par des gardes armés forcerait mes parents à battre en retraite et à réfléchir à leurs actes. J'avais gravement sous-estimé la pure malveillance d'un ego blessé. Ils n'ont pas battu en retraite. Ils ont lâché de André. Dès le mercredi matin, la riposte a commencé. Elle n'est pas venue sous forme de SMS en colère ou de messages vocaux dramatiques. Elle s'est manifestée sous la forme d'un assaut numérique coordonné et vicieux, conçu pour détruire la seule chose que je valorisais vraiment, ma réputation professionnelle. J'étais assise à mon bureau en train de revoir un communiqué de presse lorsque mon associé Marcus a fait irruption dans mon bureau sans frapper. Son visage était pâle et il serrait sa tablette contre lui comme un bouclier. « Zuri, tu dois regarder ça tout de suite », a-t-il dit, posant l'appareil sur mon bureau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Du jour au lendemain, mon cabinet de relations publiques avait été bombardé de plus de 200 faux avis d'une étoile sur toutes les grandes plateformes d'affaires. Ce n'était pas de simples plaintes génériques. C'étaient des accusations hautement spécifiques, rédigées de manière professionnelle, affirmant que mon agence se livrait à des pratiques de facturation contraires à l'éthique, à l'intimidation de clients et à la fraude contractuelle. Mais ces faux avis n'étaient que la première salve. De André avait puisé dans son réseau louche d'escrocs à la crypto-monnaie et embauché une usine à trolls étrangère impitoyable pour mener une campagne de dénigrement ciblé. À la mi-journée, des révélations anonymes ont commencé à apparaître sur des blogs de potins d'Atlanta bien connus et des sites de surveillance politique. Ces publications coordonnées affirmaient que je canalisais secrètement de l'argent sale pour étouffer des crimes odieux commis par des politiciens ouvertement racistes.
Elle m'accusait d'étouffer des allégations d'agression sexuelle pour des dirigeants d'entreprise et de menacer des journalistes pour qu'ils gardent le silence. Les trolls ont inondé Twitter et LinkedIn, taguant mes plus gros clients et exigeant qu'ils rompent leur lien avec mon agence qualifiée de toxique. Le volume de ce vacarme numérique était stupéfiant. C'était une vague sophistiquée et implacable de diffamation qui était méticuleusement conçue pour déborder mon personnel et terrifier mes partenaires commerciaux. De André pensait être un génie. Il croyait que sa petite usine à trolls pourrait me briser en attaquant mon gagne-pain. Il voulait que je panique. Il voulait que je rampe devant ma famille pour implorer leur pitié, offrant mes comptes bancaires en échange de la fin du harcèlement numérique. Il essayait de prouver que sans le bouclier protecteur de la famille, je n'étais rien. J'ai fait défiler les commentaires toxiques, regardant l'indignation fabriquée se propager comme un feu de forêt numérique sur les réseaux sociaux. L'audace même de ces tactiques était presque impressionnante, mais elle comportait une faille majeure. Il avait construit toute sa stratégie sur l'hypothèse que je réagirais en victime. Il oubliait que je gérais des crises de relations publiques pour gagner ma vie. Je m'occupais de scandales d'entreprises mondiales impliquant des milliards de dollars et l'attention des médias internationaux. Une campagne de dénigrement coordonnée orchestrée par un faux capital risqueur n'allait pas me briser. Cela allait simplement me mettre en colère. Je me suis levé et j'ai lissé ma veste, projetant une aura de calme absolu, incassable et intimidant à mon associé très anxieux, Marcus. Malgré mon calme apparent, la réalité de la situation était indéniablement sombre. Les relations publiques reposent entièrement sur la confiance et la perception. Mon agence était le bouclier qui protégeait les personnes puissantes de la ruine publique. Si je ne pouvais même pas protéger ma propre marque d'un massacre numérique, comment pourrais-je convaincre des politiciens d'élite et des magnats de l'industrie de me confier la leur ? Les conséquences du sabotage mesquin de André se sont matérialisées avant la fin de la journée de travail. Je devais finaliser un contrat d'honoraires massif avec un client potentiel, une entreprise de logistique internationale aux prises avec un grave scandale de chaîne d'approvisionnement. C'était un accord valant des millions de dollars de revenus. À 14 heures précises, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas le directeur général enthousiaste que je courtisais depuis des mois, mais plutôt son conseiller juridique, un homme froid et très pragmatique. Zuri, nous allons devoir retirer notre offre de contrat, a déclaré l'avocat, sa voix coupante et entièrement dénuée de toute chaleur professionnelle. Nous avons effectué une dernière vérification des antécédents ce matin, et la quantité de presse négative entourant votre agence est très préoccupante. Nous ne pouvons pas engager un gestionnaire de crise qui est actuellement l'épicentre d'une crise médiatique majeure. C'est un risque trop important. J'ai tenté de sauver l'accord, expliquant que les attaques étaient entièrement inventées et faisaient partie d'une campagne de harcèlement ciblé. Je lui ai promis que mon équipe juridique préparait déjà des poursuites agressives pour diffamation. Il a brusquement raccroché, me laissant regarder mon téléphone silencieux. De André venait de me faire perdre un compte de plusieurs millions de dollars. J'ai contracté ma mâchoire, sentant une chaleur dangereuse monter dans ma poitrine. La porte de mi bureau s'est à nouveau ouverte, et Marcus est entré, portant une épaisse pile d'analyse réseau imprimée. Il a déposé les papiers lourdement sur mon bureau, son expression mêlant un profond soulagement et une colère bouillonnante. J'ai demandé à mon équipe de cybersécurité d'effectuer un traçage agressif de l'origine des révélations anonymes et de l'afflux soudain de faux avis, a expliqué Marcus, tapotant la première page de son index. L'usine à trolls a utilisé un réseau complexe de proxy pour masquer sa localisation. Mais ils ont été négligents avec le portail de paiement. Ils ont acheminé la transaction via une société écran. Nous avons retracé l'empreinte numérique jusqu'à une adresse IP principale. J'ai saisi les papiers, parcourant les séquences numériques surlignées et les données d'enregistrement. D'où cela vient-il, ai-je demandé, ma voix descendant d'un octave. Marcus s'est penché sur mon bureau, ses yeux ancrés dans les miens. Cela mène directement à un espace de bureau commercial loué à Buckhead, a confirmé Marcus, sa voix tendue par une colère contenue. Le bail est enregistré au nom d'une société de capital risque appartenant à ton beau-frère, de André. C'est lui qui orchestre toute cette attaque, Zuri. Il essaie activement de détruire notre entreprise. La révélation est restée suspendue dans l'air calme de mon bureau. De André n'était plus seulement un escroc peu sûr de lui. Il était une menace directe pour mon gagne-pain et mon empire si soigneusement bâti. J'ai posé les papiers. Pendant une brève seconde, Marcus m'a regardé avec un profond sentiment d'inquiétude, s'attendant à ce que je m'effondre sous le poids immense de cette trahison familiale.
Il savait à quel point la loyauté envers mon sang avait été ancrée dans ma psychologie au fil des ans. Mais il ignorait que la Zuri d'autrefois avait péri le soir de Thanksgiving. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement tendu le bras sur mon bureau en acajou et j'ai pris mon téléphone portable crypté. Le temps de jouer la fille soumise et gentille était officiellement révolu. Je suis une gestionnaire de crise, ai-je dit, ma voix totalement dénuée de toute chaleur ou hésitation. Je détruis des empires d'affaires et je démantèle des dynasties politiques corrompues avant même d'avoir pris mon café du matin. De André s'est attaqué à la pire professionnelle possible dans la ville d'Atlanta. J'ai fait défiler mes contacts cryptés jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. « Qui appelles-tu » a demandé Marcus, se penchant en avant alors qu'il voyait mon attitude passer de la stupeur défensive à un calcul prédateur. « J'appelle Vance » ai-je répondu, appuyant sur le bouton d'appel vert et portant l'appareil à mon oreille. C'est l'enquêteur privé le plus impitoyable de la côte est, et il me doit une énorme faveur pour un scandale que nous avons étouffé l'année dernière. Vance a répondu dès la première sonnerie. Je lui ai donné un seul ordre direct. Je lui ai dit d'excaver complètement le moindre centimètre carré de la société de capital risque de André. Je voulais chaque déclaration d'impôt, chaque relevé bancaire, chaque transfert de fonds à l'étranger et chaque client mécontent à qui de André avait parlé. S'il avait eu une contravention de stationnement il y a 10 ans, je voulais que le document soit sur mon bureau d'ici vendredi matin. Nous partons officiellement en guerre aujourd'hui, Marcus, ai-je déclaré, raccrochant le téléphone et me tournant vers mon associé. Ma famille a décidé de me traiter comme un compte bancaire jetable, et maintenant ils essaient activement de saboter ma vie parce que j'ai établi une limite. Je ne vais pas simplement défendre cette agence contre leur usine à trolls amateurs. Je vais détruire complètement leur château de cartes. Ils veulent vraiment une crise de relations publiques ? Ai-je demandé en affichant un sourire froid et tranchant. Je vais volontiers leur offrir la crise de relations publiques la plus dévastatrice qu'ils aient jamais vue de leur vie. Le dimanche matin est arrivé avec une pluie battante qui a nettoyé les rues d'Atlanta, mais mon esprit était déjà entièrement concentré sur la bataille imminente. Je me suis habillé d'une robe fourreau vert émeraude ajustée, enfilant mes boucles d'oreilles en perles préférées avec une précision mécanique. Malgré la guerre numérique que de André avait menée contre mon cabinet au cours des dernières 72 heures, j'étais déterminé à maintenir ma routine absolue. Cette routine incluait d'assister au service de 10 heures à Greater Grace Fellowship, l'église de mon enfance. Greater Grace n'était pas seulement un lieu de culte pour ma famille. C'était l'épicentre de leur univers social et la scène principale de leur excellence théâtrale. Mes parents occupaient exactement le même banc dans l'allée centrale depuis 3 décennies, utilisant leur visibilité pour projeter un immense statut. J'avais tracé ma propre voie distincte au sein de ces murs, complètement séparés de leur posture superficielle. Depuis 5 ans, je finançais seul l'intégralité du programme d'aide aux jeunes. Chaque séance de soutien scolaire après la classe, chaque bourse de camp d'été, chaque ordinateur mis à jour dans le centre communautaire était directement financé par mes dons annuels discrets. Je déversais ma richesse dans la jeunesse parce que je voulais qu'ils aient de réelles opportunités plutôt que de simples prières creuses et des sermons tapes à accent grave-l'œil. J'ai garé ma voiture sur le parking réservé aux donateurs et j'ai franchi les lourdes portes en chêne du sanctuaire. L'odeur familière du bois poli et de la cire brûlée m'a accueilli, mais l'atmosphère semblait distinctement modifiée. Alors que je descendais l'allée tapissée vers ma place habituelle, j'ai remarqué le tournement subtil des têtes et les murmures étouffés qui se propageaient dans la congrégation. Les larmes virtuelles que Claude avait diffusées faisaient visiblement les dégâts escomptés parmi les commères de l'église. Des membres qui m'accueillaient habituellement avec de chaleureuses accolades détournaient maintenant le regard ou m'offraient des hochements de tête rigides et inconfortables. J'ai pris place près de l'avant, gardant ma posture bien droite et mon expression parfaitement sereine. Je savais que ma mère avait passé toute la semaine au téléphone, déformant le récit pour me dépeindre comme la sœur riche et malveillante qui essayait de ruiner son propre sang. Brenda prospérait dans la politique de l'église, et elle maniait sa victimisation comme une lame finement aiguisée. Je me suis installé dans le banc, prête à endurer le service standard, sans avoir la moindre idée de l'embuscade absolue qu'ils avaient orchestrée contre moi plus tôt ce dimanche matin précis. La chorale a terminé ses cantiques d'ouverture, et le pasteur Thomas s'est approché du lourd pupitre en bois. C'était un homme charismatique qui avait transformé Greater Grace Fellowship en une méga-church tentaculaire, fortement dépendante du soutien financier de familles influentes comme la mienne. Mes parents étaient aux premières loges, l'air exceptionnellement pieux. Brenda portait un tailleur blanc impeccable et un chapeau surdimensionné, projetant l'image d'une matriarche profondément blessée mais pardonnante.
Harrison se tenait rigidement à ses côtés, hochant la tête dans une attente solennelle. Le pasteur Thomas a ajusté son microphone et s'est raclé la gorge, laissant un lourd silence dramatique s'installer sur le vaste sanctuaire. Aujourd'hui, a-t-il commencé, sa voix résonnant sous les plafonds voûtés. Nous devons aborder la fondation sacrée de notre communauté. Nous devons parler des valeurs familiales et de l'honneur. Il a marché lentement sur la scène surélevée, son regard balayant délibérément les bancs jusqu'à ce que ses yeux se fixent directement sur les miens. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Brenda l'avait absolument rallié à sa cause. Le pasteur a poursuivi son sermon, mêlant habilement les Écritures à des attaques personnelles à peine voilées. Le Seigneur nous commande d'honorer nos pères et nos mères, a-t-il prêché, sa voix montant en volume et en intensité. Pourtant, nous voyons une épidémie d'égoïsme empoisonner notre propre congrégation. Nous voyons des femmes célibataires, amères, qui accumulent leurs richesses terrestres et refusent fièrement d'en faire profiter leur propre sang. Nous voyons des individus qui priorisent leur titre d'entreprise et leur vanité au détriment du devoir sacré de soutenir leurs frères et sœurs dans leurs moments de besoin. Le sanctuaire a éclaté en un chœur de murmures approbateurs. Plusieurs membres de la congrégation se sont retournés sur leurs bancs pour jeter des regards réprobateurs dans ma direction. L'hypocrisie était absolument étouffante. Le pasteur Thomas me condamnait publiquement pour avoir protégé mes biens durement gagnés de parasites financiers, tout en se tenant sur une scène que mes généreux dons annuels avaient littéralement aidé à rénover. Il a passé les 20 minutes suivantes à brosser le portrait terrifiant d'une fille ingrate qui abandonnait sa famille vertueuse pour adorer l'idole de la cupidité corporative moderne. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir en dentelle, livrant une performance spectaculaire de chagrin maternel. Claude et de André, commodément installés dans les tribunes réservées à la chorale juste derrière le pasteur, affichaient des expressions identiques de satisfaction arrogante. Je suis resté parfaitement immobile, mon expression figée dans un masque d'indifférence courtoise. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir broncher. Lorsque le service éprouvant s'est enfin terminé, la congrégation s'est levée pour discuter. Avant même que je ne puisse atteindre l'allée principale, le diacre Miller, un homme sévère qui occupait les fonctions de trésorier de l'église, m'a intercepté. « Zuri » a-t-il dit doucement, saisissant mon coude d'une poigne ferme. « Le pasteur doit vous voir immédiatement dans le bureau administratif. » Je l'ai suivi dans le couloir tapissé, pénétrant dans la suite administrative privée. Le pasteur Thomas était assis derrière son grand bureau, classant une pile de papiers. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Zuri » a-t-il soupiré, adoptant un ton de profonde déception spirituelle. Ta mère est venue me voir cette semaine en larmes. La perturbation financière que tu as causée à ta famille est profondément troublante, mais ton absence totale de repentir est ce qui préoccupe vraiment la direction de cette église. J'ai croisé les bras et je l'ai fixé. Continuez, ai-je dit froidement. Le pasteur a joint ses doigts, me regardant avec un jugement sévère. Cette église fonctionne sur l'harmonie et des valeurs familiales unies, a-t-il expliqué. Parce que ton esprit est actuellement désaligné et que tu causes activement des conflits publics au sein de ton propre foyer, le Conseil des diacres a pris une décision unanime. Nous te retirons officiellement de ton poste au sein du conseil d'administration de l'association caritative avec effet immédiat. Nous ne pouvons pas avoir une direction représentée par quelqu'un qui affiche un tel mépris flagrant pour son propre sang. Il a fait une pause, s'attendant à ce que je m'effondre ou que je supplie pour obtenir son pardon. Le conseil de l'association était ma principale entreprise philanthropique, et il savait à quel point le programme d'aide aux jeunes comptait pour moi. Il pensait que me dépouiller de mon titre me forcerait enfin à me soumettre à mes parents et à rétablir le flux financier. J'ai simplement hoché la tête. J'ai plongé la main dans ma pochette et j'ai sorti une enveloppe blanche et nette. Je vois, ai-je dit calmement, lui tendant l'enveloppe. Le pasteur Thomas a fixé le document officiel posé sur son bureau impeccable. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte alors que ses yeux parcouraient les chiffres en gras imprimés sur l'entête officielle de la banque. La réalité de son erreur catastrophique commençait à s'imposer à lui. Sans mon don annuel de $50 000, le budget soigneusement géré de son programme d'aide aux jeunes était complètement décimé. Il n'y aurait pas de camp d'été, pas de nouveaux ordinateurs et pas de programme de soutien scolaire après la classe dont il pourrait se vanter dans le prochain bulletin d'information. « Tu retires ton soutien ?» a-t-il demandé, sa voix perdant soudainement sa résonance théâtrale. Il semblait petit et sincèrement paniqué. « Non » ai-je répondu, me levant du fauteuil d'invité en cuir et lissant la jupe de ma robe émeraude. « Je vous retire mon argent.
Je continuerai à financer le centre communautaire directement par le biais d'un fonds fiduciaire éducatif privé qui contournera entièrement cette église. Vous venez de perdre votre plus généreux bienfaiteur parce que vous avez décidé d'utiliser votre chair sacrée pour m'extorquer de l'argent au nom d'un faux capital risqueur et d'une propriétaire de boutique en faillite. La porte de la suite administrative a grincé. Brenda et Chloe s'y sont glissés, incapables de contenir leur curiosité impatiente. Elles s'étaient précipitées depuis le sanctuaire, espérant assister à ma chute glorieuse et à ma soumission consécutive à la famille. Elles souriaient radieusement, projetant la confiance absolue de deux femmes qui croyaient avoir enfin gagné. Leurs sourires se sont évanouis à l'instant précis où elles ont vu la panique évidente peinte sur le visage du pasteur Thomas. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Brenda, faisant un pas en avant avec hésitation. A-t-elle accepté de débloquer les cartes? Le pasteur Thomas l'a ignoré, fixant le bordereau de retrait comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Je me suis tourné vers ma mère et ma sœur, leur adressant un dernier sourire glacial. J'ai été officiellement retiré du conseil d'administration de l'association, ai-je annoncé joyeusement. Le pasteur estime que mon esprit n'est pas aligné avec l'harmonie financière de cette congrégation. Par conséquent, je repars avec tout mon argent. Je vous suggère de demander à Chloe et de André de couvrir le manque à gagner massif puisqu'ils sont visiblement les nouveaux piliers de l'excellence. Je suis sorti de la suite administrative, laissant ma mère hurler d'horreur et le pasteur s'activer frénétiquement pour rassembler les morceaux de son budget complètement brisé. Je suis sorti dans l'air frais du dimanche, me sentant complètement libéré et enfin libre. Le trajet entre Greater Grace Fellowship et le lieu sur s'est déroulé dans un flou de changement de vitesse et d'anticipation ultra concentré. J'ai contourné mon appartement, sachant que le hall d'entrée pouvait déjà être surveillé par mes parents ou le complice de André. Au lieu de cela, j'ai dirigé ma voiture vers un parc industriel discret en périphérie de Decatur. C'était un labyrinthe d'acier ondulé gris et d'asphalte fissuré, complètement dénué du glamour que ma famille convoitait si désespérément. Je me suis garé dans un emplacement discret derrière une porte en verre lourdement teintée ne portant aucune enseigne d'entreprise. C'était le territoire de Vance. Vance était un ancien agent de renseignement devenu enquêteur privé. Je suis sorti de ma voiture, sentant la lourde humidité de l'après-midi de Géorgie peser sur ma robe émeraude. La lourde porte en acier a grésillé et s'est ouverte avant même que je n'atteigne la poignée. J'ai marché dans un couloir en béton faiblement éclairé pour entrer dans un immense espace de hangar sans fenêtre, converti en centre de commandement de haute technologie. Des écrans affichant des lignes de données défilantes couvraient le mur du fond. Vance était assis à une grande table en acier inoxydable au centre de la pièce. Il ne portait pas de costume. Il portait un t-shirt tactique noir délavé et possédait le regard intense et fixe d'un prédateur qui venait de coincer sa proie. Il a désigné la chaise en métal vide en face de lui. J'ai pris place, maintenant le calme calculé que j'utilisais face aux journalistes hostiles. « Tu as dit que tu voulais tout, Zuri » a déclaré Vance, sa voix basse et rocailleuse résonnant dans l'espace caverneux. « J'ai supposé que tu voulais des dossiers compromettants. Mais ce n'est pas juste un dossier. C'est une véritable décharge de déchets toxiques. » Il a plongé la main sous la table et a sorti un dossier cartonné jaune extrêmement épais qu'il a déposé sur la surface en acier. Il a atterri avec un bruit lourd qui a envoyé un petit nuage de poussière danser sous la lumière crue des néons au-dessus de nous. J'ai fixé le dossier volumineux, sentant une forte montée d'adrénaline. Mon beau-frère aimait projeter l'image d'un titan de l'industrie. Il portait des costumes sur mesure, louait des véhicules de luxe et s'exprimait à l'aide d'un flux constant de termes d'entreprise pompeux. Il avait convaincu mes parents qu'il était un génie de la finance. J'avais toujours su que c'était un imposteur, mais je m'attendais à trouver une petite fraude fiscale ou quelques cartes de crédit au plafond cachées dans son placard. « Ouvre-le » a ordonné Vance, se penchant en arrière dans sa chaise et croisant les bras. J'ai tendu le bras et ouvert la lourde couverture en carton. La première page présentait un organigramme complexe reliant des dizaines de sociétés écrans. J'ai parcouru les noms surlignés et les numéros de compte bancaires, sentant mon pouce accélérer. Le réseau complexe cartographié devant moi dépassait de loin les compétences d'un simple escroc. André avait construit un labyrinthe. Ce n'est pas le simple cas d'un homme qui gonfle sa valeur nette, ai-je murmuré, traçant les lignes rouges reliant les entités corporatives fictives. C'est un cas d'école de tromperie. Vance a hoché la tête lentement, buvant une gorgée d'une tasse sombre. André n'est pas un capital risqueur, Zuri, a commencé Vance d'une voix nette et clinique. Il n'a jamais financé une seule start-up légitime de sa vie. Ce que tu regardes là,
c'est une chaîne de Ponzi sophistiquée. J'ai senti un frisson de froid m'envahir alors que j'absorbais le poids du mot. Une chaîne de Ponzi. Vance s'est penché en avant, tapotant une épaisse pile de relevés bancaires. Il cible des retraités afro-américains aisés ici même à Atlanta. Il utilise ses connexions au country club et à l'église pour identifier des veuves vulnérables et des couples âgés disposant de pensions substantielles. Il leur promet un accès exclusif à des investissements technologiques à haut rendement qui n'existent pas. Il prend leurs économies d'une vie, en utilise une fraction pour rembourser les premiers investisseurs afin de maintenir l'illusion de rentabilité. Et canalise le reste dans ses propres poches pour financer son style de vie somptueux. J'ai fixé les registres, écœuré par les montants financiers. Il volait les gens de notre propre communauté. Mais comment a-t-il gagné leur confiance, ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. Ce sont des gens intelligents qui ont réussi. Ils ne confient pas leur fonds de retraite à un inconnu simplement sur la base d'un discours bien rodé. Vance a tourné à la section suivante du dossier, révélant des photographies de mon père serrant la main de dirigeants communautaires de premier plan. Il n'a pas utilisé son propre nom pour garantir les investissements, a expliqué Vance. Il a exploité la réputation de ton père. Il a présenté ses fonds frauduleux en insistant sur son mariage au sein de la respectée famille Wilson. Il a dit à ses retraités innocents que Harrison Wilson soutenait secrètement l'entreprise. Ton père a, sans le savoir, fourni la couverture de légitimité ultime à une entreprise criminelle de grande envergure. Mon estomac s'est noué violemment. Mon père, avec toute sa fierté arrogante et son obsession de l'héritage, avait été exhibé comme la mascotte involontaire d'un prédateur financier. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Vance a tourné au dernier onglet du dossier, révélant une série de documents qui ont glacé mon sang. De André savait que le nom de ton père ne le mènerait qu'à un certain point, a continué Vance, son ton devenant encore plus sérieux. Il avait besoin d'une validation d'entreprise. Il avait besoin d'une garantie que son portefeuille était en béton. Alors, il a fabriqué un partenariat d'entreprise de toutes pièces. Il a fait glisser un prospectus brillant imprimé sur la table. Je l'ai ramassé, y reconnaissant instantanément le logo de ma propre entreprise. C'était un faux communiqué de presse et un accord de partenariat affirmant mensongèrement que mon agence de relations publiques d'élite était le partenaire officiel en gestion de crise et en communication du fonds de capital risque fantôme de André. Il a forgé ta signature, Zuri, a déclaré Vance platement, pointant le bas du contrat contrefait. Il a utilisé les références prestigieuses de ton cabinet pour convaincre des investisseurs sceptiques que son opération était conforme aux lois fédérales et entièrement validée par la meilleure stratège de crise de la ville d'Atlanta. Il a associé ta réputation professionnelle à une chaîne de Ponzi criminels. L'audace pure de cette contrefaçon m'a laissé temporairement sans voix. De André avait utilisé le bon nom de mon père pour attirer les victimes, et il avait utilisé mon empire d'affaires durement gagné pour sceller le piège. Si les autorités fédérales avaient découvert cette affaire avant moi, mon agence entière aurait été impliquée dans la fraude. J'aurais été traîné dans l'enquête criminelle, perdant mon entreprise, mes clients et ma liberté. De André ne volait pas seulement de l'argent. Il détruisait activement la fondation de mon existence même pour financer ses délires de grandeur. Il a joué avec ma vie, ai-je chuchoté, mes mains agrippant les bords du contrat contrefait jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Il pensait que je ne le découvrirais jamais. Il pensait que j'étais trop occupé à régler les problèmes de tout le monde. Qu'en est-il de Clos, ai-je exigé, déplaçant mon attention des documents falsifiés vers Vance. Parle-moi de la boutique de mode de luxe si prospère de ma sœur parfaite. Est-elle activement impliquée dans cette fraude criminelle massive, ou se contente-t-elle de dépenser joyeusement l'argent volé? Vance a sorti un dossier gris beaucoup plus mince de sous la table et l'a jeté négligemment sur la pile. Clos n'est pas un génie du crime, Zuri. C'est juste un échec spectaculaire. J'ai ouvert le dossier gris, parcourant les déclarations financières et les dossiers fiscaux. Sa boutique de luxe n'a pas généré un seul centime de bénéfice depuis plus de 3 années consécutives, a expliqué Vance calmement. L'entreprise entière est un gouffre financier béant. Elle dépend entièrement des fonds volés par De André et de tes généreuses injections de liquidités passées pour garder les portes ouvertes et payer ses employés. Mais ce n'est même pas le pire. Il a pointé du doigt un document terrifiant frappé d'un tampon rouge du gouvernement fédéral. Elle n'a pas payé ses charges patronales ni ses impôts sur les sociétés depuis qu'elle a ouvert ses portes. Elle est actuellement noyée sous une dette colossale envers le fisc. Il s'apprête à saisir ses actifs et à mettre sous scellé la vitrine du magasin d'ici les 45 prochains jours.
Je me suis rassise sur la chaise en métal froid, le poids écrasant de toute la vérité s'abattant enfin sur moi. La façade parfaite et impeccable de notre famille était un mensonge absolu. Mes parents défilaient à l'église, se vantant de leur brillant gendre capital risqueur et de leur magnifique fille entrepreneuse. Ils projetaient l'image ultime de l'excellence noire générationnelle. Mais tout cela n'était qu'un fragile château de cartes construit sur des impôts impayés, de la fraude fédérale et des fonds de retraite volés. Et j'étais le seul pilier structurel qui maintenait l'édifice entier debout. Pendant des années, mes comptes bancaires avaient silencieusement colmaté les brèches de leur navire en perdition. En gelant mes cartes, je ne les avais pas seulement dérangés. J'avais involontairement retiré la dernière goupille de leur empire frauduleux. L'effondrement n'était plus une simple possibilité. C'était une réalité imminente et garantie. J'ai regardé la montagne de preuves posées sur la table en acier. Je vais avoir besoin de copies numériques de tout, Vance, ai-je ordonné, ma voix totalement dénuée de pitié. J'ai une démolition à superviser. Ils voulaient une guerre brutale contre moi. Maintenant, ils vont obtenir exactement ce qu'ils ont demandé. J'ai quitté le parc industriel tranquille avec une clé USB cryptée très lourde dans mon sac à main de marque noire. Le long trajet de retour vers Midtown Atlanta m'a semblé bien différent. Le choc initial de la trahison intense de ma famille s'était complètement évaporé, laissant place à une résolution très froide et endurcie. J'avais passé tout le week-end à formuler une contre-offensive parfaite, mais ma famille agressive a décidé de frapper en premier. Le lundi matin est arrivé avec un calme trompeur. J'étais dans le grand hall d'entrée de mon appartement de luxe, sirotant mon expresso habituel lorsque le concierge de l'immeuble m'a appelé pour m'annoncer une livraison spéciale. Quelques instants plus tard, un homme à l'air nerveux vêtu d'un costume gris bon marché a frappé à ma porte. Il m'a tendu une épaisse enveloppe jaune, a marmonné une confirmation rapide de mon identité et a pratiquement couru dans le couloir. J'ai refermé la porte et déchiré le lourd sceau en papier. Le sceau officiel de la Cour supérieure du comté de Fulton me fixait. J'étais poursuivi en justice. Les plaignants énumérés sur la requête principale étaient Harrison Wilson, Brenda Wilson et Chloe Wilson. Je me suis dirigé vers l'îlot de ma cuisine, étalant les documents juridiques officiels sur la surface en marbre importé. Mes parents et ma sœur me poursuivaient officiellement pour rupture de contrat verbal, et ils exigeaient formellement une part colossale de 30% de mon cabinet de relations publiques. L'audace pure de cette requête juridique était stupéfiante. J'ai lu les allégations fabriquées de toutes pièces par l'avocat de bas étage que De André avait réussi à dénicher. La plainte affirmait que mes parents avaient entièrement financé mes études supérieures d'élite et fourni personnellement le capital de départ nécessaire au lancement de mon agence de relations publiques. Selon leur récit complètement falsifié, nous avions conclu un accord verbal contraignant il y a des années. Ils prétendaient que j'avais promis de leur verser une part permanente de 30% de tous mes futurs bénéfices commerciaux en échange de leur soutien financier initial. C'était une œuvre de fiction spectaculaire. Mes parents n'avaient pas contribué d'un seul centime à mes frais de scolarité. J'avais obtenu une bourse d'études complète grâce à une perfection académique constante et j'avais cumulé 2 emplois éprouvants pour couvrir mon logement et mes manuels scolaires. Quand j'ai lancé mon agence, je l'ai bâtie à partir de rien, épuisant mes propres cartes de crédit et vivant de nouilles instantanées bon marché pendant 3 années consécutives. Alors que mes parents se moquaient de mon ambition, qualifiant activement mon entreprise de passe-temps stupide, jusqu'au moment où elle est devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont soudainement embrassé mon succès, considérant mon agence comme leur ticket de loterie personnel. Maintenant, ils tentaient de réécrire légalement toute notre histoire familiale. La plainte détaillait méticuleusement leurs contributions fabriquées, brossant le portrait d'une famille aimante et solidaire qui avait tout sacrifié pour élever une fille ingrate. Ils avaient joint des déclarations sous serment de mes parents et de ma sœur, corroborant toutes le même mensonge. Les documents juridiques affirmaient que ma décision récente de geler leurs cartes de crédit secondaire et d'annuler leurs allocations mensuelles de subsistance constituait une rupture malveillante de notre accord verbal sacré. Ils m'accusaient formellement de voler leur part légitime et d'essayer de ruiner leur vie. J'ai fixé les signatures en gras au bas de la plainte. Harrison, Brenda et Chloe avaient délibérément apposé leur nom sur un mensonge flagrant sous peine de parjure. Ils croyaient sincèrement que s'ils menaçaient mon empire d'affaires, je capitulerais immédiatement par peur. Ils supposaient que je réglerais simplement l'affaire à l'amiable et leur remettrais les clés de mon royaume juste pour faire disparaître ce procès public hautement embarrassant. J'ai tourné la page pour examiner la 2e section du dossier juridique et j'y ai découvert la véritable profondeur de leur stratégie sournoise.
Glissée sous la plainte principale pour rupture de contrat se trouvait une requête d'urgence pour une injonction temporaire. Deandré et son avocat incroyablement louche avaient formellement demandé au juge de rendre une ordonnance judiciaire obligatoire, me forçant à réactiver immédiatement toutes les cartes de crédit gelées et à reprendre les virements mensuels jusqu'à ce que le procès atteigne un verdict final. Leur justification pour cette demande exorbitante était un modèle de manipulation psychologique. Le mémoire juridique affirmait que ma famille dépendait exclusivement de ses distributions financières pour sa survie de base. Il présentait agressivement ma décision de couper les fonds comme un acte soudain et malveillant d'abus financiers conçu pour plonger intentionnellement mes parents âgés dans une pauvreté absolue. Les documents ignoraient complètement le fait que mon père possédait sa propre pension et que ma sœur possédait un commerce de détail prétendument prospère. Au lieu de cela, il tissait un récit tragique me dépeignant comme une femme erratique et instable qui utilisait son immense richesse pour punir cruellement sa famille aimante à la suite d'un malentendu mineur. Il voulait que le juge croie que ma récente délimitation de frontières était en réalité une grave dépression nerveuse nécessitant une intervention judiciaire immédiate pour protéger mes parents vulnérables de la ruine. La manipulation de cette injonction était conçue pour me piéger dans un état permanent de soumission financière. Des batailles juridiques de cette envergure pouvaient facilement s'éterniser pendant plusieurs années, en particulier dans le système judiciaire d'Atlanta fortement encombré. Si le juge accordait leur injonction temporaire ridicule, je serais légalement contrainte de continuer à financer leur style de vie somptueux, leur paiement de voitures de luxe, leurs abonnements coûteux au country club et la fraude de capital risque massif de Deandré pendant toute la durée du procès éprouvant. Ils essayaient activement de me saigner à blanc. C'était une guerre d'usure hautement calculée. Ils savaient qu'ils n'avaient absolument aucun droit légitime sur mon cabinet de relations publiques, mais ils n'avaient pas réellement besoin de gagner le procès principal pour obtenir exactement ce qu'ils voulaient. Il leur suffisait de maintenir le litige en vie assez longtemps pour épuiser mes ressources personnelles et forcer un accord lucratif. Ils utilisaient le système judiciaire comme un outil d'extorsion légale, prenant ma réputation professionnelle en otage tout en tentant d'imposer légalement leur allocation mensuelle. Ils s'attendaient à ce que je panique face à la perspective terrifiante d'un scandale public prolongé. Ils supposaient que je lirais ces demandes hostiles et m'effondrerais immédiatement sous la pression coordonnée de leur attaque. J'ai lu le dernier paragraphe de la demande d'injonction, notant le ton agressivement confiant de leur avocat de pacotille. Ma famille avait passé ma vie entière à sous-estimer mon intelligence et ma capacité impitoyable à mener une guerre stratégique. Ils m'avaient poussé dans un coin, s'attendant à ce que je tremble de peur et supplie pour une résolution rapide. Au lieu de cela, ils venaient de me remettre le mécanisme juridique exact dont j'avais besoin pour exécuter leur propre destruction absolue. 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau d'angle impeccable de mon avocat principal d'affaires, Jonathan Sterling. Jonathan était un requin légendaire du barreau qui possédait une réputation redoutable dans les tribunaux. Il a lu l'épaisse enveloppe contenant le procès désespéré de ma famille et a laissé échapper un ricanement. Il a jeté les documents fabriqués sur son grand bureau en verre et a croisé les bras, l'air tout à fait impassible. Nous pouvons déposer une requête immédiate pour rejeter cette absurdité absolue dès demain matin, Zuri, a déclaré Jonathan avec confiance, se penchant en arrière dans son coûteux fauteuil en cuir. Nous allons combattre vigoureusement cette injonction temporaire et les ensevelir sous des contre-poursuites agressives pour diffamation grave et poursuites abusives. Ils regretteront amèrement d'avoir déposé ces documents. J'ai ramassé la demande d'injonction et j'ai affiché un sourire sincèrement terrifiant. J'ai regardé Jonathan droit dans les yeux et j'ai secoué la tête lentement. Non, Jonathan, ai-je dit, ma voix parfaitement calme et d'une froideur effrayante. Nous n'allons pas combattre l'injonction temporaire. Nous allons nous y soumettre complètement. Jonathan a scié, me regardant comme si je venais de perdre la tête. Tu veux volontairement les payer, a-t-il demandé, son ton trahissant une incrédulité totale. Je veux leur donner assez de cordes pour qu'ils se pendent définitivement, ai-je expliqué, me penchant en avant et posant mes mains à plat sur son bureau en verre. Ils réclament 30% de mon cabinet de relations publiques. Ils veulent un accès total à mes finances d'entreprise. Donc, nous allons légalement accéder à leurs demandes. Il est enfin temps d'activer Shadow Management LLC. Une lente prise de conscience a éclairé le visage de Jonathan alors que la cruauté de ma stratégie s'imposait à lui. Shadow Management LLC était une société holding très secrète que j'avais discrètement établie il y a exactement 3 ans pour protéger mes actifs. Elle absorbait légalement toutes mes responsabilités personnelles les plus risquées et mes contrats de crise à haut risque. Si mes parents s'attachaient formellement à ma structure d'entreprise par le biais de ce procès, ils deviendraient, sans le savoir,
légalement responsable de chaque audit fédéral lié à la fraude massive de capital risque de André. En exigeant la propriété, ils entraient de leur plein gré dans un piège fédéral mortel. Ils voulaient mon argent, mais ils allaient hériter d'une condamnation fédérale catastrophique qui détruirait leur vie à jamais. Jonathan a souri, s'alignant parfaitement sur mon énergie prédatrice. Considère le piège mortel comme officiellement tendu, Zuri, a-t-il chuchoté. Que les hostilités commencent. 2 semaines plus tard, le piège mortel a été officiellement actionné dans une salle de médiation stérile surplombant la ligne d'horizon d'Atlanta. L'espace était conçu pour imposer la neutralité avec ses panneaux acoustiques gris et sa grande table ovale en verre, mais la tension hostile dans l'air était palpable. Je me tenais parfaitement immobile aux côtés de mon avocat, Jonathan Sterling. Jonathan portait un costume bleu marine sur mesure et affichait un sourire détendu, projetant l'assurance tranquille d'un prédateur qui connaît déjà l'issue exacte de la chasse. De l'autre côté de la table en verre se tenait la partie adverse. Mes parents, Harrison et Brenda, étaient assis rigidement, projetant une image soignée de dignité blessée. Chloe se tenait à leur côté, serrant un mouchoir de marque tout en observant de André ajuster nerveusement sa cravate en soie de luxe mais mal coupée. À leur côté se trouvait leur avocat de bas étage, un homme transpirant nommé Marcus Thorne, dont le parfum bon marché envahissait toute la pièce climatisée. Thorne ressemblait exactement au genre d'avocat désespéré qui achetait ses costumes sur des portants et déposait des poursuites frivoles dans l'espoir d'un règlement rapide et non mérité. Il bougeait constamment sur sa chaise en cuir, visiblement intimidé par Jonathan et sa réputation imposante, mais essayant de son mieux de projeter une autorité usurpée. Le contraste frappant entre les deux côtés de la table était saisissant. Nous représentions le pouvoir corporatif absolu et une préparation méticuleuse. Il représentait une désespérance frénétique enveloppée dans un luxe factice. Mon père me fixait de l'autre côté de la table, tentant d'utiliser ses anciennes tactiques d'intimidation silencieuse. J'ai simplement maintenu un regard froid et fixe, refusant de lui céder le moindre terrain émotionnel. Ma mère refusait de me regarder directement, choisissant plutôt de fixer tristement les baies vitrées, comme si elle était l'héroïne tragique d'un mauvais feuilleton télévisé. De André vérifiait constamment sa montre, un signe subtil que son stratagème frauduleux de capital risque s'effondrait probablement plus vite qu'il ne pouvait le gérer. Il avait besoin que cette médiation débouche sur une injection massive de liquidité aujourd'hui pour tenir ses investisseurs en colère à distance. Je savais exactement pourquoi ils avaient provoqué cette réunion d'urgence. Ils voulaient désespérément me forcer la main avant que les tribunaux ne puissent examiner de près leurs allégations de rupture de contrat fabriqués. Ils ignoraient complètement que chaque geste qu'ils faisaient s'insérait parfaitement dans le piège dévastateur que Jonathan et moi avions méticuleusement préparé la veille. Marcus Thorne s'est raclé la gorge bruyamment, tentant de briser la lourde tension qui s'était installée autour de la table de conférence. Nous sommes ici aujourd'hui pour trouver une résolution mutuellement bénéfique, a-t-il commencé, sa voix montant un peu plus haut qu'il ne le souhaitait. Mes clients veulent simplement ce qui leur a été promis. Ils sont prêts à passer outre le gel malveillant de leur compte si nous pouvons parvenir à un accord raisonnable concernant le cabinet. Jonathan a gardé ses yeux fixés sur mon père, attendant que la véritable représentation commence. Les postures juridiques n'étaient que l'apéritif avant le plat principal de manipulation émotionnelle. Comme prévu, ma sœur a lancé la production théâtrale qu'ils avaient manifestement répétée tout le week-end. Chloe a laissé échapper un reniflement tragique et a tamponné vigoureusement ses yeux avec son mouchoir. Elle s'est avancée sur son siège, se penchant pour que la lumière attrape correctement l'éclat des fausses larmes sur ses cils. « Zuri, comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle pleurniché, sa voix se brisant sous le coup d'un chagrin fabriqué. « Tu déchires notre famille entière pour de cupides profits d'entreprise. » Elle a placé ses 2 mains de manière protectrice sur son ventre complètement plat, le frottant par des mouvements circulaires lents et délibérés. De André et moi ne voulions pas l'annoncer dans des circonstances aussi terribles. Mais je suis enceinte. Nous mettons une nouvelle vie précieuse au monde, et le stress écrasant que tu provoques met mon bébé innocent en grave danger médical. Ma mère a immédiatement poussé un soupir théâtral, se lançant dans son rôle de soutien avec un sens du drame spectaculaire. Elle a tendu le bras à travers la table, saisissant la main de Chloe pour la presser contre sa propre poitrine. « Oh, ma fille douce et magnifique !» a crié Brenda, jouant parfaitement le rôle de la matriarche victime. Un petit enfant. Ce devrait être un moment de célébration joyeuse et de bénédiction sainte, mais au lieu de cela, nous sommes forcés de nous asseoir dans cette pièce froide et stérile, à nous battre avec notre propre chair et notre propre sang. Elle a tourné son regard vers moi,
le visage tordu par une profonde tristesse. Regarde ce que tu fais à ta sœur enceinte, Zuri. Regarde la douleur immense que tu infliges aux personnes qui t'ont donné la vie. As-tu complètement perdu ton âme pour le monde des affaires? Te reste-t-il une seule once d'humanité dans le cœur? Mon père a levé la main, faisant signe aux deux femmes de se calmer. Il s'est penché en avant, adoptant le ton las mais pardonnant d'un roi bienveillant offrant le salut à un sujet égaré. Nous ne voulons pas détruire ton entreprise, Zuri, a déclaré Harrison d'une voix douce et profondément persuasive. Nous ne voulons pas traîner ton nom professionnel dans la boue dans une bataille judiciaire publique, longue et désordonnée. Nous sommes une famille bâtie sur l'excellence noire absolue, et nous devons protéger notre héritage. Je suis prêt à t'offrir un rameau d'olivier très généreux ici même aujourd'hui. J'ai levé un sourcil, attendant que la tentative d'extorsion absurde se révèle enfin. Verse simplement à Claude la somme modeste de $10 000 par mois pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante et couvrir l'hypothèque mensuelle de notre résidence principale, a déclaré Harrison, présentant ses exigences comme s'il s'agissait d'un compromis charitable. Si tu rétablis simplement ces engagements financiers spécifiques, nous abandonnerons immédiatement ce procès fâcheux. Nous pardonnerons complètement ton comportement irrespectueux et te permettrons de revenir au sein de la famille. Fais simplement ce qui est juste et nous pourrons tous sortir d'ici unis. Ils exigeaient que je finance un style de vie imaginaire en utilisant une grossesse entièrement fabriquée pour instrumentaliser ma culpabilité. Claude continuait de se frotter doucement le ventre, ses yeux me suppliant de céder sous la pression émotionnelle immense de sa performance. De André hochait la tête solennellement à ses côtés, jouant le rôle du père protecteur et inquiet à la perfection. Ils s'attendaient pleinement à ce que je craque. Ils avaient passé 3 décennies à me conditionner pour que je me soumette automatiquement chaque fois qu'ils utilisaient la culpabilité et la honte comme arme principale. Ils supposaient que l'introduction soudaine d'un nouveau membre innocent de la famille me forcerait instantanément à ouvrir mon chéquier et à restaurer leur monde de fantasmes luxueux. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant le silence s'étirer pendant 1 minute entière. J'ai regardé les fausses larmes couler. J'ai lentement détourné mon regard de mon père profondément arrogant pour fixer de André dans les yeux. Le faux capital risqueur essayait désespérément de maintenir son masque de supériorité fortuné, mais je voyais les perles de sueur terrifiées s'accumuler le long de ses cheveux. Il pensait que j'étais juste une belle sœur amère. Il n'avait absolument aucune idée que je détenais l'intégralité de son acte d'accusation criminelle fédérale dans ma pochette élégante. Je n'ai pas ressenti une once de culpabilité en regardant Claude et sa grossesse miraculeusement synchronisée. Si elle était réellement enceinte, elle allait faire face à la réalité exceptionnellement dure d'élever un enfant pendant que son mari purgerait une peine de prison obligatoire minimale dans un pénitencier fédéral pour fraude électronique et abus de faiblesse envers les personnes âgées. C'est une performance incroyablement touchante, Claude, ai-je dit, ma voix descendant dans un ton glacial qui a instantanément figé la chaleur restante dans la pièce. Tu devrais absolument envisager de soumettre ce numéro pour un prix de télévision. Ma mère a poussé un soupir bruyant, s'apprêtant à se lancer dans une nouvelle tirade agressive, mais j'ai simplement levé la main, la faisant taire instantanément. Je rejette votre offre de paix hautement offensante et juridiquement absurde, ai-je déclaré clairement, veillant à ce que l'avocat Véremarcus Thorne entende chaque syllabe. Je ne paierai pas un seul centime pour votre hypothèque, et je ne financerai certainement pas ce style de vie entièrement fabriqué que vous affichez illégalement à Atlanta. Mon père a frappé son poing sur la table en verre, son visage prenant une teinte cramoisie dangereuse. Tu commets une erreur catastrophique, Zuri, a-t-il hurlé, perdant complètement son calme. Si tu refuses ce règlement généreux, nous te ruinerons. Nous rendrons ce procès public et traînerons ton agence dans la boue jusqu'à ce qu'il ne te reste absolument rien. Je me suis levé de ma chaise en cuir, boutonnant ma veste de tailleur avec une précision délibérée et méthodique. Jonathan a imité mes mouvements, rassemblant nos dossiers juridiques complètement vides. Je préfère gérer les choses publiquement, papa, ai-je répondu, leur adressant un sourire prédateur sincèrement terrifiant. En fait, je pense qu'une transparence absolue est exactement ce dont cette famille a besoin en ce moment. Nous nous verrons tous devant le tribunal fédéral. J'ai tourné les talons et j'ai franchi les lourdes portes en verre, les laissant complètement stupéfaits, confus et bouillonnants d'une rage impuissante alors que leur empire fragile commençait inévitablement à s'effondrer pour toujours aujourd'hui. Le matin suivant cette médiation, je suis arrivé à mon bureau avant même que le soleil ne se lève sur la ligne d'horizon d'Atlanta. Mon équipe de relations publiques était déjà réunie dans la grande salle de conférence, attendant mes ordres absolus.
J'ai demandé à mon directeur de création de concevoir immédiatement les invitations les plus somptueuses et élégantes que notre cabinet ait jamais produites. Elles ont été réalisées sur un papier cartonné ivoire épais importé, avec des lettres en relief doré et glissées dans des enveloppes doublées de velours scellé à la cire cramoisie. Le texte rédigé avec élégance invitait le destinataire à un gala exclusif de résolution familiale et commerciale organisé au magnifique High Museum of Art. La formulation était délibérément ambiguë mais promettait un drame mondain et des annonces financières massives. J'avais personnellement sélectionné la liste des invités avec une précision chirurgicale. Naturellement, j'ai dépêché des coursiers pour livrer les enveloppes de velours directement entre les mains de mes parents, de ma sœur et de mon beau-frère fraudeur. J'ai également envoyé une invitation hautement personnalisée au pasteur Thomas, l'assurant que la soirée comporterait une mise à jour importante concernant mes engagements philanthropiques envers Greater Grace Fellowship. Mais les invitations les plus cruciales étaient réservées à un groupe très spécifique de la Société d'Atlanta. En utilisant le dossier financier détaillé fourni par Vance, j'ai extrait les noms et adresses de chaque retraité âgé que de André avait escroqué. C'étaient des veuves aisées, des médecins à la retraite et des propriétaires d'entreprises âgées qui avaient sans le savoir versé les économies de leur vie dans son fonds de capital risque fantôme. J'ai invité les 25 personnes, leur garantissant une nuit de transparence financière inégalée. Je savais exactement comment ma famille interpréterait les invitations dorées. Ils étaient d'une arrogance prévisible et entièrement aveuglés par leur propre cupidité. Ils verraient le lieu extravagant et la promesse d'une résolution publique et supposeraient immédiatement que j'avais enfin capitulé. Ils se convaincraient que la pression de leur procès frivole et la fausse grossesse avaient brisé mon esprit. Dans leur esprit incroyablement superficiel, j'organisais un gala massif et coûteux pour leur présenter des excuses publiques et annoncer formellement ma soumission financière totale. J'ai passé toute la semaine à orchestrer méticuleusement chaque détail logistique de l'événement. J'ai engagé le traiteur le plus cher de la ville, assuré un bar à volonté haut de gamme et imposé un code vestimentaire strict de type cravate noire. Je voulais le niveau absolu de faste et de glamour pour m'assurer que la chute imminente soit aussi dévastatrice que possible. Vance a géré la logistique de sécurité, plaçant ses propres agents hautement qualifiés à chaque entrée et sortie. Mon avocat d'affaires, Jonathan Sterling, a confirmé qu'il se tiendrait discrètement en coulisses, prêt à exécuter les dernières manœuvres juridiques. Le vendredi soir, le piège était parfaitement construit et totalement inévitable. Je me tenais au centre de la salle de bal du musée, regardant le personnel polir la verrerie en cristal et ajuster les spectaculaires arrangements floraux. Le décor était planté pour une exécution publique déguisée en célébration. Je ne ressentais aucune peur et absolument aucune hésitation. Le gala a commencé précisément à 19h et les invités ont commencé à affluer dans le hall voûté spectaculaire du High Museum. Le son de fond d'un quatuor à cordes en direct flottait dans l'air frais, se mêlant au cliquetis des flûtes de champagne. Je me suis positionné près du grand escalier de marbre, observant les arrivées importantes d'une distance calculée. Harrison et Brenda ont fait leur entrée très attendue avec 20 minutes de retard, s'assurant délibérément que la salle soit pleine pour maximiser leur public. Ma mère portait une robe de soirée argentée agressivement pailletée, projetant l'image d'une matriarche riche et triomphante. Mon père portait un smoking sur mesure, bombant le torse et entrant dans la pièce avec l'assurance non méritée d'un roi conquérant. Claude et de André les suivaient de près, agrippés l'un à l'autre pour maintenir leur façade de couple puissant et fortuné. Claude avait délibérément choisi une robe émeraude moulante conçue pour accentuer le ventre de femme enceinte complètement imaginaire qu'elle continuait de caresser doucement au bénéfice des invités environnants. Ils ont immédiatement commencé à saluer l'assemblée avec une arrogance spectaculaire. J'ai observé depuis l'ombre mon père aborder agressivement un groupe d'hommes politiques locaux, leur tapant sur l'épaule et se vantant bruyamment de la force incroyable de l'héritage de la famille Wilson. Il disait ouvertement à qui voulait l'entendre que sa fille rebelle était enfin revenue à la raison et avait reconnu la valeur suprême de la loyauté familiale. Brenda tenait salon près de la sculpture de glace, acceptant les félicitations prématurées de ses amis du country club. Elle sirotait son champagne millésimé et murmurait de manière théâtrale que l'amour et la prière avaient enfin adouci mon cœur d'entreprise endurci. Il vibrait de satisfaction, convaincu que cet événement somptueux était entièrement financé par leur victoire juridique imminente. Le pasteur Thomas circulait également dans la foule, l'air exceptionnellement ravi de lui-même. Il a salué mes parents chaleureusement, offrant une bénédiction pieuse sur la fausse grossesse de Claude. Le pasteur attendait avec impatience mon annonce philanthropique promise, s'attendant à ce que je lui remette un chèque géant pour refinancer son programme d'aide aux jeunes. De André était le seul à manifester de discrets signes de panique interne.
Il ajustait nerveusement son col rigide et balayait la pièce de regards fuyants. Ces investisseurs floués arrivaient les uns après les autres, vêtus de leurs plus beaux habits de soirée et se mêlant à la foule d'élite. Il reconnaissait clairement plusieurs des veuves âgées auxquelles il avait volé de l'argent, et je voyais la sueur froide s'accumuler sur son front. Cependant, Harrison a rapidement passé un bras autour de l'épaule de André, le présentant bruyamment à un juge influent comme le génie financier de la famille. Cette validation a temporairement nourri l'ego démesuré de André, masquant sa terreur naissante. Il a bombé le torse et a commencé à présenter agressivement son faux portefeuille au juge, ignorant complètement qu'il se tenait au centre exact d'un piège fédéral. Ils étaient tous noyés dans l'illusion d'une victoire absolue. Je suis enfin sorti de l'ombre et j'ai commencé à me glisser doucement à travers la salle de bal bondée. Je portais un tailleur pantalon cramoisi ajusté à la perfection, rejetant complètement les robes de soirée traditionnelles portées par le reste des femmes dans la pièce. Je n'étais pas là pour être une jolie hôtesse. J'étais l'exécutrice. Je me déplaçais avec un calme absolu, ma posture droite et mon expression taillée dans de la glace solide. J'ai salué les invités de marque d'un hochement de tête courtois et de poignées de main fermes, projetant une aura d'autorité sereine. Lorsque je me suis approché du groupe de retraités âgés que André avait escroqué, je leur ai offert mes sourires les plus chaleureux, les remerciant spécifiquement d'assister à une soirée aussi cruciale de transparence financière. Ils ont souri en retour, ignorant tout des révélations dévastatrices qui les attendaient. J'ai poursuivi mon inspection délibérée de la salle jusqu'à ce que j'intercepte mes parents. Harrison a bombé le torse, se préparant à accepter ma soumission. J'ai simplement offert un sourire froid et détaché et j'ai désigné le devant de la pièce. « S'il vous plaît, installez-vous », ai-je dit calmement, indiquant une rangée de fauteuils en velours placés directement devant la scène principale surélevée. J'ai réservé la meilleure vue de la salle spécifiquement pour ma famille. Brenda a rayonné de fierté arrogante, glissant son bras sous celui d'Harrison et marchant vers la première rangée. Chloé et André les ont suivis immédiatement, prenant les places marquées de leurs étiquettes calligraphiées. Le pasteur Thomas a pris place juste à côté de ma mère, trépignant d'anticipation. Je me suis assuré que chaque acteur clé soit fermement installé dans la première rangée où il ne pourrait pas échapper au rayon d'action de l'explosion imminente. Le quatuor à cordes a terminé son dernier morceau, et l'éclairage de la salle de bal s'est considérablement tamisé, plongeant les bords de la pièce dans l'ombre. Ce changement brusque d'atmosphère a instantanément fait cesser le bourdonnement des conversations. Les invités ont rapidement pris leur place, laissant l'allée centrale complètement vide. J'ai fait signe à Vance, qui se tenait discrètement près de l'entrée principale. Il a hoché la tête une fois et a parlé dans sa radio. J'ai entendu le clic mécanique des lourdes portes en chaîne qui étaient verrouillées de l'intérieur par ses agents de sécurité. Personne ne quittait cette pièce. Je suis monté lentement sur la scène et me suis tenu seul derrière un pupitre en plexiglas. J'ai regardé ma famille, assise à quelques mètres de là. Ils souriaient toujours, me regardant avec des expressions de convoitise gourmande. Ils pensaient que je leur remettrais le monde entier. J'ai appuyé sur une petite télécommande cachée dans ma paume. Le doux bourdonnement mécanique d'un grand écran numérique haute définition descendant du plafond voûté a résonné dans la salle silencieuse. La toile blanche s'est immobilisée juste derrière moi, dominant la scène et jetant une lueur crue sur la première rangée. Le piège s'est refermé. Je vous remercie tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, ma voix amplifiée portant clairement jusqu'au fond de la grande salle. Nous sommes réunis ce soir pour aborder un concept intimement familier à beaucoup de personnes influentes dans cette pièce. Nous sommes ici pour parler de la taxe noire et de la pression immense de la richesse générationnelle. J'ai balayé la première rangée du regard, fixant mon père dans les yeux. Il s'est calé dans son fauteuil en velours, ajustant sa veste de smoking, et a hoché la tête avec une approbation arrogante. Il supposait que j'allais prononcer un monologue larmoyant, louant ses sacrifices de toute une vie. Il pensait que j'allais lui attribuer publiquement le mérite de mon empire d'affaires, tout comme il l'avait exigé dans son procès. La taxe noire est un fardeau lourd et invisible, ai-je continué, agrippant les bords du pupitre en plexiglas. C'est l'attente tacite que la première personne à franchir la ligne d'arrivée du succès financier doit se retourner et porter tous les autres. C'est la pression écrasante de financer les rêves, de couvrir les erreurs et de protéger la fierté fragile de ceux qui partagent votre sang. On nous enseigne que la loyauté familiale est absolument primordiale. Nous sommes conditionnés à croire que la construction d'une dynastie exige un martyr financier silencieux. Nous sourions devant les caméras, nous donnons généreusement à nos églises et nous projetons une image impeccable de prospérité absolue.
Ma mère, Brenda, s'est tamponnée les yeux d'un doigt manucuré, se penchant vers le pasteur Thomas. Elle a chuchoté quelque chose, sans doute sur la beauté de ma prise de conscience. Claude a caressé son ventre imaginaire, souriant aux invités environnants. Ils buvaient mes paroles, ivres de leur propre victoire imminente. Mais que se passe-t-il lorsque cette image n'est rien d'autre qu'une illusion vide, ai-je demandé, ma voix descendant d'un octave, glaçant l'air de la pièce. Que se passe-t-il lorsque les piliers de l'excellence noire que vous affichez fièrement à votre communauté s'effondrent sous le poids de secrets, de cupidité et d'une dette massive et insurmontable? Que se passe-t-il lorsque le refus absolu d'admettre l'échec pousse un patriarche à dilapider secrètement tout l'héritage familial juste pour maintenir les apparences? Les sourires de la première rangée se sont soudainement figés. La posture fière d'Harrison est devenue visiblement rigide. Brenda a arrêté de se tamponner les yeux et m'a regardé avec une soudaine incompréhension. Les murmures à l'arrière de la salle ont complètement cessé. Ils ont senti un changement distinct. J'ai cliqué sur la télécommande cachée dans ma main. L'écran géant s'est allumé, illuminant les visages de chaque invité. Un soupir de stupeur a parcouru l'assistance. Un document juridique détaillé était projeté en haute définition. C'était l'acte de propriété officielle de la vaste résidence de luxe où Harrison et Brenda résidaient depuis 20 ans. J'ai surligné des sections critiques à l'aide d'un pointeur laser rouge. Mon père a agrippé son fauteuil si fort que ses articulations en sont devenues blanches. Ma mère s'est couverte la bouche alors que des invités de marque se penchaient pour lire le texte massif. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le propriétaire actuel inscrit sur cet acte, ai-je annoncé, projetant ma voix par-dessus les murmures croissants. Il y a 3 ans, mon père a commis une série d'erreurs financières catastrophiques. Il a hypothéqué sa pension et contracté des prêts secondaires usuraires pour financer des investissements spéculatifs qui ont implosé. La banque a engagé une procédure de saisie. Ils étaient à 10 jours de changer les serrures et de jeter mes parents à la rue. Harrison a tenté de se lever en panique, mais Jonathan Sterling est sorti de l'ombre, posant une main d'avertissement sur l'épaule de mon père. Harrison s'est rassis, paralysé par la honte publique. Il m'a supplié de le sauver, ai-je continué en arpentant la scène. Il est venu à mon bureau en larmes, terrifié à l'idée que ses amis du country club et les membres de l'église découvrent qu'il était en faillite totale. Il m'a supplié de préserver son image publique. J'étais profondément conditionné par la taxe noire. Alors j'ai immédiatement rédigé un chèque d'un montant colossal. J'ai entièrement remboursé les institutions bancaires, les prêteurs usuraires et les taxes foncières accumulées. J'ai sauvé l'héritage des Wilson d'une ruine totale. Mais je suis avant tout une femme d'affaires. Je ne lui ai pas simplement donné l'argent comme un don charitable aveugle. J'ai acheté la maison directement. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande, zoomant sur le bas de l'acte de propriété projeté. Le laser rouge a survolé le propriétaire officiel inscrit. Le nom sur l'acte n'est pas Harrison Wilson, ai-je déclaré, ma voix résonnant comme un coup de marteau final. Le propriétaire légal de la propriété est Shadow Management LLC. Et en tant qu'unique propriétaire et directrice générale exclusive de cette société holding, je suis la propriétaire légale de la maison dans laquelle vous dormez. Vous n'êtes pas de riches propriétaires, papa. Vous êtes simplement mes locataires mensuels. Le choc qui a traversé la salle de bal du musée était assourdissant. Des politiciens influents et des personnalités de la haute société chuchotaient furieusement entre eux, pointant du doigt l'écran et regardant ouvertement mes parents humiliés. Le pasteur Thomas se tenait rigide à côté de ma mère, la bouche bée, réalisant que les dons massifs qu'il recevait étaient entièrement financés par mes sauvetages secrets. Brenda semblait physiquement malade, vacillant sur sa chaise alors que sa réalité fabriquée partait en fumée devant ses pères les plus importants. Claude avait arrêté de se caresser le ventre, ses mains agrippant désormais ses genoux dans une terreur évidente. Elle a regardé de André, cherchant du réconfort, mais son mari fraudeur était trop occupé à surveiller les sorties, calculant sa propre fuite imminente. Je me tenais droite, regardant les personnes qui m'avaient poursuivi en justice pour rupture de contrat plus tôt cette semaine. Vous avez affirmé dans votre procès frivole que vous aviez financé ma carrière entière, leur ai-je rappelé, projetant la vérité dévastatrice dans chaque coin de la pièce. Vous avez prétendu que je vous devais 30% de mon cabinet de relations publiques. Vous avez menti à un juge en affirmant que vous aviez bâti mon empire. Mais la réalité affichée sur cet écran prouve exactement le contraire. J'ai bâti mon empire seul, puis je l'ai utilisé pour acheter secrètement le vôtre. Je possède le toit au-dessus de vos têtes. Je possède le sol sur lequel vous marchez.
Vous ne survivez que parce que je l'ai permis. Parce que... J'ai cliqué sur la télécommande une troisième fois, effaçant l'écran géant pour afficher un blanc uni. La luminosité soudaine a inondé la première rangée, exposant chaque ligne de terreur sur le visage de mon père. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il était désormais vaincu. Maintenant, en tant que votre propriétaire officiel, nous avons une question administrative très sérieuse à aborder, ai-je déclaré, mon ton passant de la révélation dramatique à l'efficacité d'entreprise. Lorsque j'ai établi le contrat de bail par le biais de Shadow Management LLC, j'ai fait en sorte que vos paiements de loyer mensuels soient automatiquement déduits des comptes secondaires que je finançais personnellement pour vous. C'était un système fermé conçu pour protéger votre fierté tout en veillant à ce que ma société holding reste en règle avec la loi. Cependant, en raison de votre récent comportement odieux, j'ai été contrainte de geler tous ces comptes secondaires pour protéger mes propres actifs. J'ai fait une pause, m'approchant du bord de la scène pour regarder Harrison directement. Parce que ces comptes ont été complètement gelés, vous n'avez pas transféré un seul paiement de loyer à Shadow Management LLC depuis plus de 90 jours. Aux yeux de la loi, vous êtes des locataires gravement en retard qui squattent actuellement une propriété de luxe qui ne vous appartient pas. Vous avez exigé une injonction temporaire pour me forcer à rétablir votre allocation, mais vous avez complètement omis de lire les petits caractères de votre propre chute imminente. J'ai hoché la tête vers Jonathan. Mon avocat d'affaires s'est avancé et s'est approché de mon père. Jonathan tenait un document juridique scellé dans une pochette en plastique transparent. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement déposé le dossier lourd sur les genoux tremblants d'Harrison. C'est un avis légal d'expulsion sous 30 jours, ai-je annoncé, projetant ma voix pour que chaque membre influx de son église puisse entendre la conséquence exacte de sa cupidité. Vous avez exactement un mois pour libérer complètement ma propriété. Si vous refusez de partir volontairement, je ferai expulser physiquement vos affaires de la propriété par le shérif du comté. Le soupir collectif qui a éclaté dans la foule était saisissant. Des fidèles de l'église se couvraient la bouche d'incrédulité, témoins du démantèlement brutal et méthodique du patriarche Wilson. Harrison fixait l'avis d'expulsion posé sur ses genoux. Toute couleur avait quitté son visage, le laissant pâle, vidé et brisé. Il a lentement levé les yeux vers moi, le regard rempli d'une véritable terreur. Il réalisait enfin l'ampleur de son erreur. Je ne l'avais pas seulement vaincu. J'avais détruit son monde entier à jamais. Le silence dans la pièce était absolu, rompu uniquement par la respiration saccadée de mon père. Puis, un cri perçant a brisé l'atmosphère lourde. « Tu mens » a hurlé Claude, bondissant de sa chaise en velours, pointant un doigt manucuré vers mon visage. « Tu as fabriqué cet acte de propriété, Zuri. Tu es une menteuse jalouse et amère qui essaie de ruiner notre famille parce que tu ne supportes pas de nous voir heureux. » Elle hyperventilait, le visage rouge de panique. Elle a abandonné sa posture protectrice sur son ventre factice, laissant ses bras tomber tandis qu'elle me fixait avec haine. Les invités aisés assis autour d'elle ont reculé devant son explosion de colère. Je n'ai pas bronché. J'ai maintenu ma posture calme, offrant à ma sœur un sourire dénué de chaleur. Je suis ravi que tu aies décidé de prendre la parole, Claude, ai-je répondu, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. Parce que mon intervention juridique et financière auprès de cette famille ne s'arrête pas à nos parents. Ta situation financière personnelle exige une intervention encore plus agressive. J'ai cliqué sur la télécommande cachée dans ma paume. L'écran géant a immédiatement changé pour afficher un nouveau document juridique, rendu avec une clarté indéniable. Un murmure collectif a parcouru la salle de bal alors que les invités se penchaient pour lire le texte projeté. J'ai dirigé le pointeur laser rouge vers le haut du document. Ce que vous voyez devant vous est l'acte de propriété commerciale officielle de l'emplacement de premier choix situé au cœur du quartier commerçant de Buckhead, ai-je annoncé, m'assurant que chaque syllabe soit prononcée distinctement. C'est l'adresse physique exacte de la boutique de mode de luxe de Claude. Claude s'est arrêté de crier instantanément. Sa mâchoire s'est affaissée et toute couleur a quitté son visage, la laissant pâle et terrifiée. Il y a 2 ans, Claude a organisé une grande ouverture pour sa boutique, se vantant auprès de tous les magazines d'Atlanta d'être une créatrice de mode autodidacte, ai-je continué en marchant lentement sur la scène. Elle a vendu aux médias l'histoire glamour d'une entrepreneur indépendante. Mais tout comme la richesse imaginaire de notre père, son modèle commercial était une fraude spectaculaire. 6 mois après l'ouverture de ses portes, sa boutique était en faillite complète. Elle ne pouvait pas payer ses fournisseurs, son personnel,
ni son loyer commercial exorbitant. La société de gestion immobilière préparait un avis d'expulsion commerciale. Elle est venue me voir en sanglots, me suppliant de sauver sa réputation publique. Elle affirmait que l'humiliation de fermer sa boutique détruirait sa marque d'influenceuse. Alors, je suis intervenu et j'ai acheté discrètement l'ensemble du bâtiment commercial. J'ai appuyé sur la télécommande, mettant en évidence la section relative à la propriété de l'acte. Une fois de plus, le propriétaire légal de ta boutique est Shadow Management LLC, ai-je déclaré, regardant ma sœur s'effondrer. Je suis ton propriétaire commercial, Clos. Tu gères ton entreprise en faillite sur ma propriété, et tu ne m'as pas payé un seul centime de loyer depuis 2 années entières. Mais le retard de loyer commercial est le cadet de tes soucis juridiques. Ai-je continué, refusant de laisser la tension se dissiper une seule seconde. J'ai cliqué sur la télécommande et l'écran a affiché une série de contrats financiers et de garanties juridiques. Parce que ta boutique ne générait aucun revenu réel, tu avais désespérément besoin d'injections massives de capitaux pour acheter les stocks haut de gamme que tu affichais sur tes réseaux sociaux. Tu avais besoin de centaines de milliers de dollars de vêtements importés et de bijoux exclusifs pour maintenir l'illusion ridicule que ton magasin était un empire prospère. Mais aucun fournisseur de luxe légitime n'accorderait une ligne de crédit à une entité en faillite sans flux de trésorerie. Une prise de conscience terrifiante a traversé le visage de Clos. Elle a commencé à secouer la tête, me suppliant silencieusement d'arrêter de parler. De André a fixé sa femme, ses yeux écarquillés par une panique soudaine, réalisant qu'elle avait des secrets que lui-même ignorait. J'ai dirigé le pointeur laser rouge directement sur les lignes de signature des contrats projetés. Pour obtenir ce stock de luxe, tu as commis une fraude d'entreprise préméditée, ai-je annoncé, ma voix résonnant avec autorité. Tu as illégalement contrefait ma signature et inscrit ma société de relations publiques comme principale garante financière pour tous tes achats de stock en gros. Tu as faussement affirmé que ma société couvrirait tes dettes si tu faisais défaut. La salle de bal a éclaté en murmures bruyants. Des propriétaires d'entreprises dans l'assistance chuchotaient furieusement, reconnaissant la gravité extrême du crime affiché. Contrefaire une garantie d'entreprise est un délit fédéral grave, lui ai-je rappelé, la regardant vaciller sous le poids de l'exposition publique. Et parce que tu n'as jamais vendu ces stocks, tu as fait défaut auprès de chaque fournisseur de luxe. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande, projetant un document rouge sur l'écran. C'est une mise en demeure officielle déposée contre toi par 3 maisons de design internationales, ai-je déclaré. Elles s'apprêtent à te poursuivre pour fraude criminelle, mais ta situation s'aggrave encore, Clos. J'ai cliqué sur la télécommande une dernière fois. Un document gouvernemental a flashé à l'écran, faisant taire instantanément la pièce entière. Le sceau de l'Internal Revenu Service était visible en haut de la page. Tu étais si occupé à parader dans des vêtements de luxe volés et à publier des photos filtrées de ton faux succès que tu as complètement oublié de payer tes impôts d'entreprise, ai-je déclaré, portant le coup de grâce. Tu as omis de verser les charges patronales, tu as ignoré la taxe sur les ventes de l'État, et tu as complètement falsifié tes déclarations fédérales. Ce que tu regardes, c'est une saisie fiscale massive de l'IRS placée directement sur ta boutique. Le gouvernement fédéral saisit légalement ton magasin entier, ton stock restant et tous tes comptes professionnels gelés. Tu n'es pas une créatrice de mode glamour, Clos. Tu es une fraudeuse fiscale debout au bord d'une longue peine de prison fédérale. Clos a laissé échapper un sanglot étouffé. Elle a cherché le soutien de notre mère du regard, mais Brenda fixait le document de l'IRS avec horreur, réalisant que son enfant prodige était en réalité un fardeau indéfendable. De André s'est éloigné de Clos, tentant de se distancier du désastre. Je suis resté immobile sur scène et je l'ai regardé se noyer dans les conséquences de sa propre cupidité, indifférente à ses larmes désespérées. La dévastation dans la salle de bal était absolue et immédiate. J'ai regardé au-delà de ma famille et j'ai remarqué la lueur de dizaines d'écrans de smartphones éclairant la pièce sombre. Les invités aisés et les influenceurs que Clos avait désespérément tenté d'impressionner tenaient leurs appareils. Ils enregistraient chaque seconde humiliante de sa chute pour la diffuser en direct sur Internet. L'empire Instagram méticuleusement soigné de Clos mourait en temps réel sous ses yeux embués de larmes. J'ai vu la prise de conscience la frapper lorsqu'elle a remarqué les objectifs pointés sur sa façade brisée. Elle a levé des mains tremblantes pour tenter de masquer son visage aux yeux d'Atlanta. L'enfant parfaite, qui avait passé sa vie entière à me rabaisser pour s'élever, était réduite à une fraudeuse en larmes. Elle s'est effondrée en avant, abandonnant sa pose de femme enceinte pour enfouir son visage dans ses mains,
laissant échapper un gémissement de douleur qui a résonné contre les murs du High Museum. Il ne restait aucune sympathie dans la pièce. Les élites qu'il avait louées quelques instants plus tôt parlaient désormais ouvertement de sa fraude fiscale et de ses documents contrefaits. Ces milliers d'abonnés en ligne assistaient à son anéantissement financier et social en direct depuis la première rangée de mon gala. Brenda a finalement posé une main tremblante sur l'épaule de Chloe, mais le geste était vide. La matriarche de la famille Wilson était tout aussi exposée, tout aussi ruinée, et impuissante à arrêter la diffusion numérique de leur destruction collective. Je me suis tenu derrière le pupitre, ajustant les poignets de mon tailleur avec précision. Je ne ressentais aucune culpabilité à voir son royaume virtuel brûler. Elle avait construit sa vie sur des mensonges, de l'argent volé et un sentiment d'impunité arrogant. J'avais simplement fourni la lumière nécessaire pour exposer la pourriture sous-jacente. Chloe continuait de sangloter violemment, sa robe émeraude se froissant alors qu'elle se recroquevillait dans une défaite totale. Son monde luxueux avait été brisé de manière permanente, et son piédestal venait d'être retiré pour le reste de ses jours. Le silence qui a suivi l'effondrement de Chloe a été brisé par De André. Il a bondi de sa chaise, le visage tordu par la panique. La façade soignée du capital risqueur fortuné s'est évaporée en un instant, laissant place à un escroc terrifié, acculé par ses propres mensonges. Il voyait ses investisseurs âgés assis dans la salle, murmurant dans une confusion horrifiée. Les brochures brillantes et les rendements trimestriels falsifiés qu'il leur avait envoyés perdaient rapidement leur pouvoir de persuasion face à ma vérité. De André s'est jeté vers les escaliers, montant sur scène avec agressivité. « Ferme ta bouche, espèce de menteuse amère », a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant vers mon visage. « Tu inventes tout cela simplement parce que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de nous. » Il a marché sur la scène, tendant le bras pour saisir le pupitre en plexiglas et m'arracher le microphone. Il n'a pas dépassé la première marche. Vance est sorti de l'ombre avec rapidité et précision. Mon chef de la sécurité a posé une main ferme contre la poitrine de André, stoppant son élan et le repoussant sans effort sur le sol de la salle de bal. De André a trébuché, sa cravate en soie de travers alors qu'il tentait de maintenir son équilibre. « Ne la touchez pas », a prévenu Vance d'une voix basse et menaçante qui a résonné dans le microphone. De André a reculé, redressant sa veste et se tournant vers l'auditoire. « N'écoutez pas un mot de ce que dit cette folle, a-t-il crié, sa voix montant dans un ton hystérique. Elle est déséquilibrée et instable. Elle essaie de détruire mon entreprise légitime parce que c'est une employée de bureau solitaire et misérable. » Il a fixé les yeux d'un médecin à la retraite qu'il avait récemment escroqué de 500 000 $. Mon fonds est exceptionnellement performant, a-t-il plaidé, transpirant sous les projecteurs. Nous sommes sur le point de conclure une acquisition immobilière massive. J'ai le soutien exclusif des promoteurs les plus puissants de cet État. Vous connaissez tous les bénéfices énormes que je vous ai garantis. Ne laissez pas ce drame familial vous distraire de notre avenir financier. Il jetait désespérément de l'eau sur un incendie dévastateur, tentant d'utiliser son charme de vendeur pour masquer la réalité. Il a pointé du doigt l'écran numérique derrière moi. Elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance, a-t-il hurlé, espérant que le volume masquerait l'évidence. C'est une imposture et une menteuse pathologique qui veut simplement nous ruiner parce qu'elle n'a rien d'autre dans sa vie. Il a essuyé la sueur de son front, respirant lourdement alors qu'il suppliait ses victimes de continuer à lui faire confiance ce soir. Je me suis approché du microphone, ignorant sa crise de panique. « Des preuves ?» ai-je demandé, laissant un sourire amusé traverser mon visage. « Tu veux vraiment parler de preuves indéniables, De André ? Tu te vantes constamment auprès de ces personnes que ton cabinet est intimement associé au promoteur immobilier le plus prospère du sud-est des États-Unis. Tu as utilisé son nom prestigieux pour obtenir leur confiance, affirmant que leur fonds de retraite était géré sous sa supervision directe. Tu leur as remis des prospectus comportant sa signature personnelle, leur garantissant des rendements financiers impossibles. Tu as convaincu ces retraités innocents qu'ils investissaient dans ces futurs projets commerciaux. » J'ai fait un geste vers l'extrémité de la salle de bal, où l'éclairage a changé pour illuminer une silhouette debout près des rideaux de velours. « Permettez-moi de vous présenter mon client le plus distingué et le propriétaire réel de ces projets, Monsieur Richard Bancroft. » Le soupir collectif de la foule a été aigu. Richard Bancroft était une figure légendaire de l'immobilier d'Atlanta, un milliardaire dont le nom inspirait le respect dans n'importe quel cercle financier. Il s'est avancé avec la gravité d'un homme possédant une richesse illimitée et une tolérance zéro pour la fraude. Il portait un costume anthracite ajusté,
Ses cheveux argentés étaient coiffés avec soin, et son expression était sévère. Alors qu'il descendait l'allée centrale vers la scène, la foule s'est écartée naturellement. De André s'est figé, la bouche entr'ouverte d'horreur. Il a cessé de respirer en regardant le milliardaire qu'il avait faussement présenté comme son partenaire s'approcher de la scène. C'était le résultat de mes semaines de préparation secrète. J'avais recoupé les fausses brochures de André avec le portefeuille réel de Bancroft, découvrant les écarts et alertant immédiatement mon client le plus puissant de cette usurpation d'identité. Bancroft a gravi lentement les marches, et je me suis écarté respectueusement, lui laissant le pupitre. Il a agrippé les bords du support en plexiglas et a fixé De André d'un regard sévère. « Je n'ai jamais rencontré cet homme de ma vie », a annoncé Bancroft, sa voix profonde résonnant dans les haut-parleurs. Jusqu'à ce que mon équipe de relations publiques attire mon attention sur cette affaire, j'ignorais qui était De André Wilson. Je ne l'ai jamais autorisé à représenter ma société, et je n'ai certainement jamais collaboré avec sa prétendue société de capital risque. Les investisseurs de l'assistance ont soupiré, réalisant la perte de leurs économies d'une vie. Bancroft a sorti une pile de brochures d'investissement de sa veste et les a jetées sur le pupitre. Ce criminel a utilisé mon nom pour vider les comptes bancaires de retraités innocents, a poursuivi Bancroft en pointant De André du doigt. Il a contrefait ma signature sur des dizaines de documents financiers falsifiés. Il a fabriqué des lettres d'intention affirmant que je soutenais ses projets immobiliers fantômes. Il a dirigé une chaîne de Ponzi en utilisant mon image pour voler des millions de dollars à des veuves vulnérables et à des retraités travailleurs. Bancroft a fait une pause, laissant ses paroles pénétrer l'assistance silencieuse. Il a fixé De André, qui tremblait sur le sol. « Tu as commis une erreur catastrophique en utilisant mon nom pour légitimer ton vol », a ajouté Bancroft en se rapprochant du microphone. « Je ne me contente pas d'envoyer des mises en demeure quand quelqu'un escroque le public en utilisant mon image. Je les détruis complètement. J'ai déjà contacté mon équipe juridique et nous avons passé les dernières 48 heures à travailler avec les autorités fédérales pour démanteler ton opération. J'ai déposé de multiples plaintes fédérales contre toi pour fraude électronique, vol d'identité et abus financiers sur des personnes âgées. Ton entreprise fictive est définitivement fermée. Ton argent volé a été gelé. Tu vas passer le reste de tes jours à moisir dans un pénitencier fédéral. » Alors que le milliardaire prononçait sa sentence finale, j'ai adressé un signe de tête discret avance. Mon chef de la sécurité a sorti sa radio et a donné un ordre bref. Les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal se sont ouvertes. Une équipe de 15 agents fédéraux portant des vestes sombres estampillées des lettres jaunes FBI a pénétré dans la pièce. Ils se sont avancés avec efficacité, écartant la foule d'invités pour se diriger vers la première rangée. De André a laissé échapper un gémissement terrifié, reculant sur le sol comme un animal acculé. 2 agents l'ont saisi, le mettant debout et lui passant les menottes en acier. Le cliquetis métallique a résonné dans la salle. Sa veste de costume s'est froissée autour de ses épaules alors qu'il lui lisait ses droits pour fraude électronique et gestion d'une chaîne de Ponzi illégale. Claude n'a même pas tenté de le défendre. Son épouse supposée solidaire a reculé, s'éloignant pour se protéger de la situation. Elle l'a regardé avec dégoût alors que les agents l'emmenaient dans l'allée centrale. Le mariage parfait de l'enfant chéri se désintégrait sous ses yeux, révélé comme une transaction criminelle. Je me tenais immobile sur la scène, observant l'effondrement de leur empire frauduleux. La famille Wilson était brisée, terrassée par les conséquences de sa propre cupidité. Ce soir, ils avaient tout perdu, et ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les doubles portes en chêne se sont refermées derrière les agents, laissant un silence dans la grande salle. Les invités et les investisseurs ont rapidement quitté le High Museum, discutant à voix basse alors qu'ils rejoignaient leur voiture. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec la situation complexe que ma famille était devenue. En 15 minutes, l'espace était vide, à l'exception de mon équipe de sécurité et des membres de la famille Wilson réunis près de la première rangée. La réalité de leur défaite a fini par percer leurs illusions. Brenda a laissé échapper un cri de douleur et s'est effondrée. La fière matriarche d'Atlanta est tombée sur le sol de marbre, ruinant sa robe argentée. Elle s'est avancée à genoux, laissant des traces de maquillage et de larmes sur son visage. « Zuri, s'il te plaît » a-t-elle sangloté, la voix brisée par la panique. « S'il te plaît, arrête ça maintenant. Tu as prouvé ce que tu voulais. Tu nous as assez punis. Nous sommes ta famille. Nous sommes ton propre sang.
Elle a tendu des mains tremblantes pour tenter de saisir le bas de mon pantalon cramoisi, mais j'ai fait un pas en arrière, refusant le contact physique. « Tu ne peux pas nous jeter à la rue », a hurlé Brenda, serrant sa poitrine en me regardant avec détresse. « Nous avons besoin de cette maison, Zuri. C'est notre vie entière, et nous avons besoin de ton argent pour payer la caution de André. Nous devons engager un avocat pour lui éviter la prison afin que Chloé n'ait pas à élever son enfant seul. » Elle s'accrochait encore à la fausse grossesse, espérant que mon conditionnement d'enfance m'inciterait à ouvrir mon chéquier. Chloé restait immobile sur sa chaise, fixant le sol, tandis qu'Harrison se tenait paralysé à côté de son épouse en larmes, dépouillé de son assurance. « Tu as des millions de dollars », a plaidé Brenda, étouffée par ses larmes. « Tu as plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser. Signe simplement le chèque, Zuri. Règle ce problème et nous ne te demanderons plus jamais rien. Je te le promets solennellement. Pense à ton sang, Zuri. » J'ai regardé la femme en larmes agenouillée sur le sol et l'homme debout à ses côtés. J'ai tourné mon regard vers ma sœur, qui tremblait sur sa chaise, privée de sa fierté. Ma famille avait passé mon existence entière à me traiter comme un distributeur de billets, punissant mon indépendance et tentant de saboter mes efforts simplement pour maintenir leurs illusions d'aisance. Je ne ressentais aucune culpabilité en regardant leur visage défait. Ce soir, je n'éprouvais aucune pitié pour les conséquences de leur propre cupidité. J'ai agrippé les bords du pupitre en plexiglas, me penchant en avant pour prononcer mes dernières paroles. Je me souviens d'une conversation spécifique que nous avons eue dans votre salon il y a quelques années, ai-je déclaré, ma voix calme résonnant dans la salle vide. Vous m'avez dit que mon travail consistait à financer votre style de vie, et que si cela ne me plaisait pas, la porte était là. J'ai fait une pause, laissant le poids de ce souvenir pénétrer leur esprit. J'ai vu Harrison tressaillir en se rappelant ses propres paroles. Je vous ai donné exactement ce que vous demandiez, ai-je ajouté, me redressant et ajustant ma veste cramoisie. J'ai financé votre style de vie en achetant secrètement votre maison et en finançant vos entreprises frauduleuses. Mais vous avez mordu la main qui vous nourrissait. Vous avez tenté de m'extorquer de l'argent et de détruire ma réputation. Eh bien, c'est ma maison maintenant. Alors, la porte est là. Vous pouvez payer vos propres factures désormais. J'ai fait signe à mon équipe de sécurité. Vance et ses agents se sont avancés pour les escorter fermement vers la sortie pour toujours. Je suis sorti sur le balcon du musée, observant d'en haut Vance raccompagner ma famille des fêtes dans la nuit humide d'Atlanta. Ils descendaient les marches, l'air petit et dépouillé de leur richesse factice. Harrison fixait l'asphalte tandis que Brenda pleurait dans ses mains, dévastée par la perte de son statut. Chloé marchait à leur côté, traînant ses chaussures de marque abîmées, désormais isolée sans son mari détenu par les autorités fédérales. Je me suis tenu dans le silence et je les ai regardés s'éloigner, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti complètement libre. Je me suis détourné de la balustrade, j'ai descendu l'escalier de service et je me suis installé au volant de ma voiture noire. En démarrant le moteur et en m'éloignant du musée, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. On nous enseigne à nous sacrifier pour notre famille. On nous conditionne à porter le fardeau de la taxe noire, pensant que notre souffrance personnelle est le prix à payer pour la réussite de tous. Mais préserver un héritage familial toxique construit sur le mensonge, la manipulation et le vol n'est pas un noble devoir. C'est un fardeau étouffant. Rompre ce cycle exige une résolution impitoyable. Cela demande d'arrêter de verser votre succès dans un gouffre sans fond. Vous devez protéger vos limites, rejeter la culpabilité qu'ils utilisent comme une arme et choisir votre propre chemin. J'ai détruit leur empire frauduleux simplement en exposant la vérité. Avez-vous déjà dû mettre de côté l'ego de votre famille pour préserver votre propre sérénité? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.